Et maintenant, l'interview de Manuel Bompard. On va react. Oh, la flemme de faire une intro plus longue que ça. Un grand entretien avec le coordinateur de la France Insoumise et député des Bouches-du-Rhône ce matin, au lendemain de la déclaration de candidature de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle. Avec lui et avec vous, chers auditeurs, on va donc parler stratégie politique, programme et crise énergétique. Vos questions et réactions. Attendez. On va parler du fond? On va parler programme? On va parler du fond politique? On va pas juste parler de oui, mais les polémiques de merde et la popole? Comment ça se fait? Est-ce que ça serait ça l'effet campagne présidentielle? Ça fait qu'on parle un peu plus du fond que d'habitude? Alors, non, ils ont pas beaucoup parlé du fond? Il y en a qui ont déjà vu l'interview? Bon, on va voir. Par contre, une fois que la campagne est lancée pour de vrai, là, on est encore en pré-campagne, hein, techniquement. Vous voyez? La campagne est pas. Le moment où la campagne est lancée, c'est qu'on a la liste de candidats, on colle les affiches sur les trucs, machin, les 500 signatures, c'est terminé, etc., etc. Au moment où la campagne officielle est lancée, pour le coup, on parle un peu plus du fond que d'habitude. Bref. Bienvenue au 01 45. Attendez. D'air dire qui dit s'il n'y a pas une question JLM antisémite, je donne 10 subs. Ok. C'est noté, hein. Je l'ai en tête, hein. Voilà. 24 7000 et sur l'application Radio France. Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur France Inter au moment où votre mouvement se lance officiellement dans la campagne avec le même candidat depuis 2012, c'est Jean-Luc Mélenchon qui s'est déclaré hier. Il avait pourtant eu cette formule au soir du premier tour de la dernière élection présidentielle en 2022. Aux jeunes générations des Insoumis, il avait dit « faites mieux ». On a donc cru qu'il allait passer la main. Qu'est-ce qui a changé depuis pour qu'il soit de nouveau candidat aujourd'hui? Finalement, il y a personne pour faire mieux? On a fait mieux déjà. Pareil, le truc de faites mieux, c'était pas. Enfin, pour moi, c'était pas juste dire je serai pas là la prochaine fois, donc trouvez un mec qui fera mieux que moi. C'est pas comme ça que ça voulait dire le faites mieux, hein. La plupart des gens qui ont regardé le discours, là, ceux qui avaient fait la campagne de Mélenchon, qui étaient super émus à ce moment-là, le faites mieux, ils l'ont pas vu comme un adieu forcément. Et après, la question premier degré s'est posée après 2022, pendant assez longtemps. Les gens disaient bon, alors ça sera encore Mélenchon en 2027? Ou il y a une autre figure qui va monter? Est-ce que ça sera un autre ou quoi que ce soit? Mais il se trouve que par la force des choses, là, à l'heure actuelle, LFI a pas trouvé un meilleur représentant que Mélenchon pour la campagne, parce que Mélenchon a un poids politique, il est tellement identifié, etc., que bon. Voilà, hein. Pourtant, JLM sur Brut dit ça. Ah ouais? Il a dit j'aurais aimé qu'on me remplace, mais on n'a pas trouvé de remplaçant qui voulait y aller et qui était chaud, donc en vrai, j'y retourne. En vrai, Cyril Bonalassos, il a dit chez Brut qu'à l'époque, il espérait vraiment trouver la relève. Ok, d'accord. Ok. D'accord. Bah ouais, mais peut-être qu'il a pas trouvé la relève. Bon, ça aurait été qui la relève? Bompard? Est-ce que Bompard avait envie de se lancer dans la course à la présidentielle, genre? C'est aussi ça le truc. Parce que leur narratif, c'est regarder le gourou Mélenchon, il laisse pas les autres être candidats à sa place. Peut-être que les autres ont pas envie d'être candidats à leur place. Peut-être que les autres, ils se disent non, let's go, c'est en faisant une quatrième candidature de Mélenchon qu'on a le plus de chance, quoi. Peut-être qu'il y avait Quatennens avant, effectivement, et que Quatennens c'est plus à la fille, donc du coup, voilà. Ouais, il devait penser à Quatennens à la base, tout à fait. Voyez, aux élections européennes de 2024, on a fait mieux qu'aux élections européennes de 2019. Aux élections législatives de 2022, on a fait mieux qu'aux élections législatives de 2017. Aux élections municipales cette année, on a fait mieux qu'aux élections municipales. Alors après l'élection municipale, ils avaient jamais trop fait de municipal jusque-là, donc c'est moins. Le progrès est plus spectaculaire, mais il est un peu plus automatique, quoi. On aurait pu voir, par exemple, le progrès entre les européennes 2019 et 2024. Ils ont fait x2. Ils avaient déjà fait une campagne aux européennes, etc. C'était la même tête de liste, Manon Aubry, aux deux campagnes. Donc on a vu un vrai progrès aux européennes. On a vu que leur socle avait augmenté. Vous voyez? Pour les municipales, c'est un peu moins pertinent de le prendre. C'est pour ça qu'il l'a mis en dernier en disant mais même les municipales, on a augmenté. Mais bon, bref. Bon. C'était pour lui-même, en fait. Non, c'était pour nous tous. Ouais. Et d'ailleurs, je pense qu'on en a fait la démonstration. Ensuite arrive devant nous une élection présidentielle en 2027 qui va être marquée par un contexte international, géopolitique, très bouleversé. Et l'analyse collective qui a été la nôtre au sein de la France Insoumise, c'est que face à cette saison des tempêtes, on avait besoin de quelqu'un dont la ténacité, la solidité était en mesure de pouvoir répondre à cette situation très compliquée qui vient. Et que Il a dit la saison des tempêtes, il aurait pu dire le temps des tempêtes. Bonjour, c'est Nicolas Sarkozy. Vous êtes sur Audible. Je vais vous lire mon bouquin. Le temps des tempêtes. Le temps des procès. Jean-Luc Mélenchon, de ce point de vue-là, avait les qualités nécessaires pour être le prochain président de la République. Quand en 2022, et il y a effectivement le contexte, et on va y revenir sur les enjeux de cette campagne, quand pendant la campagne de 2022, il affirme, Jean-Luc Mélenchon, à nos confrères du Dauphiné Libéré, qu'il est évident que c'est sa dernière candidature. Quand c'était le 22 mars 2024, sur X, il dit « Je souhaite être remplacé. François Ruffin, Mathilde Panot, Manuel Bompard, il travaille avec succès. » Oui, mais regardez... Il n'en pensait pas un mot quand mais il pas disait du tout tout, ça. mais regardez...
Enfin, je comprends pas. Ça aurait été quoi le move de Mélenchon? Pourquoi il aurait dit ah oui, j'aimerais bien être remplacé et au final il y retourne? C'était quoi son master plan depuis le début, quoi? C'est quoi son master poulet depuis le début? C'est ça que je comprends pas. Pour eux, c'est quoi leur analyse? Parce que là, ils posent des questions, mais c'est quoi la réponse que vous donneriez à cette question? C'est dire Mélenchon, en fait, il a menti, il a fait croire, il a distillé des faux espoirs auprès de ses fidèles lieutenants pour au final les entuber, quoi. Enfin, genre, ça va. Benjamin Duhamel, On s'en bat les couilles, c'est bon, maintenant il est candidat, tout le monde le savait, et on s'en branle. Ça va. Jean-Luc Mélenchon était président du groupe parlementaire de la France Insoumise. Il a été remplacé par Mathilde Panot. Il était leader de la France Insoumise. J'en suis aujourd'hui le coordinateur. Et il était président de l'Institut. Non, enfin, il peut pas juste se dire Mélenchon est ultra identifié, c'est une véritable marque politique, il a 3 présidentielles dans les pattes, c'est un bulldozer électoral, et donc LFI a peut-être tout intérêt à le mettre. Non, il se dit juste mais c'est la personnalité la plus détestée de France, fallait pas mettre lui, vous allez perdre. Moi j'aimerais bien que LFI gagne, mais le problème c'est Mélenchon, vous pensez pas ça? Alors arrêtez de poser ces questions de merde, vous dans un moment, genre que des gens qui disent Mélenchon va faire perdre la gauche, bah aidez-le à gagner à ce moment-là, au lieu de dire mais il va perdre. C'est bon, vraiment c'est insupportable, quoi, c'est insupportable. La Boétie, Clémence Guettet, aujourd'hui la coprésidente de l'Institut, en 2022. elle a Boétie. Bah oui, mais je vous ai répondu à cette question. Ouais. On est dans un contexte qui a un contexte particulier, et la candidature de Jean-Luc Mélenchon est le résultat d'une discussion collective à l'intérieur du mouvement insoumis, où on a cherché à mettre sur la table la candidature qui est la mieux à même, la plus préparée pour faire face à cette situation. Et c'est Jean-Luc Mélenchon qui aujourd'hui remplit cet objectif. Mais après, je vous laisse poser votre question. Et en plus, ils avaient fait un vote auprès de tous les membres des groupes d'action insoumis en France, tatati tatata. Alors, je sais pas exactement auprès de qui ils auraient fait voter ou pas, parce qu'il n'y a pas de carte à la France insoumise, c'est le fameux truc du mouvement gazeux, machin bidule. Mais s'ils s'organisaient pour faire un vote avec pas juste, on va dire, parce que là, le vote et la concertation, c'était avec les différents élus de la France insoumise, c'était avec les députés, les eurodéputés, qui se sont rassemblés, voilà. Donc, c'est pas l'intégralité des militants de la France insoumise qui ont pu voter et se prononcer là-dessus, c'est plutôt les dirigeants de LFI, les gens un peu importants au sein de LFI qui sont concertés entre eux. Et on pourrait dire, oui, mais du coup, c'est un manque de démocratie interne. Et c'est bon, j'en ai marre de ce putain de débat de merde, voilà, premièrement. Mais ce que je voulais dire, c'est que même s'ils avaient fait voter tout un tas d'insoumis, je pense qu'ils auraient dit Mélenchon, ils auraient voté Mélenchon, et Mélenchon aurait été candidat exactement de la même manière, quoi. Oh, c'est la feuille de route, on a voté il y a 2 semaines sur Action Populaire. Ah ouais, il y avait eu un vote sur Action Populaire? Mais alors pourquoi il le dit pas? Pourquoi il dit on a fait un vote sur Action Populaire auprès de tous les militants des groupes d'action qui pouvaient voter s'ils le voulaient, et du coup ils ont dit Mélenchon est le candidat le plus efficace? Oui. Ah mais voilà, il y a un contre-argument. C'est le moment de dire ça. Je vous fais remarquer que grâce à Jean-Luc Mélenchon précisément, vous avez aujourd'hui à la France Insoumise une équipe en mesure de gouverner avec des visages connus qui vont entourer Jean-Luc Mélenchon dans cette campagne. Et donc, je pense que c'est la seule formation politique aujourd'hui à la France Insoumise qui savance groupée, unie, soudée, avec une équipe apte à gouverner ce pays. Mais est-ce qu'il y avait une Feuille de route, mais il n'y avait pas le nom de Mélenchon directement. Oh, ok. alternative? Est-ce qu'il y a eu d'autres candidats ou est-ce que, hors de Jean-Luc Mélenchon, point de salut? Il y avait la à la France possibilité Insoumise d'avoir une alternative, puisque moi-même, et c'était peut-être pour les gens qui nous écoutent, qui comprennent la procédure, c'est-à-dire que nous avons eu une assemblée représentative de la France Insoumise il y a quelques semaines. Nous avons validé, tous les insoumis... Ah non, le vote, c'était pas pour dire Mélenchon candidat, mais ok pour la manière dont le candidat sera choisi. D'accord. Bon bah voilà. Voter sur ce sujet une méthode d'investiture de notre candidat à l'élection présidentielle. Ensuite, on a eu une réunion en direction du mouvement de la France Insoumise. Et hier, ce qu'on appelle un intergroupe, c'est-à-dire avec l'ensemble de nos parlementaires européens, maires. Moi-même, c'était mon rôle en tant que coordinateur de la France Insoumise. J'ai posé la question de savoir s'il y avait une autre candidature au sein de cet intergroupe. Et je crois que tout le monde, puisqu'il n'y a eu aucune opposition à la candidature de Jean-Luc Mélenchon. C'est assez complexe comme méthode, puisqu'il y a un vote sur la désignation. Est-ce que, dans le cas d'espèce, il y a eu précisément un vote? Est-ce que vous avez à un moment donné, face à cet intergroupe, dit qui est favorable à la candidature de Jean-Luc Mélenchon? Oui. D'abord, j'ai posé la question. C'est quoi, c'est un vote à main levée par acclamation? À main levée. D'abord, j'ai posé la question de savoir au sein de l'intergroupe s'il y allait y avoir une autre candidature, si quelqu'un d'autre souhaitait. Ils vont faire toute interview là-dessus ou parce qu'on s'en bat un peu les couilles, hein, voilà. Ce qui est fait est fait. Soyons pragmatiques. Présenter sa candidature, ça n'a pas été le cas. Et vous imaginez vraiment que quelqu'un, dans ce contexte-là, lève la main en disant « moi je vais être candidat face à Jean-Luc Mélenchon ». Si quelqu'un voulait être candidat, il avait la possibilité de le faire. Je réponds à votre question, mais je crois que ce n'était dans l'intention de personne, précisément parce que tout le monde, essayait de comprendre ça, avait une analyse politique de la période, de l'élection présidentielle qui vient, et que je pense que tout le monde a partagé l'idée que dans cette période qui vient, c'était la candidature de Jean-Luc Mélenchon qui était la mieux à même de représenter la France Insoumise dans cette élection présidentielle. Et c'est
pas un peu paradoxal quand on veut une sixième république, quand on réclame plus de démocratie, qu'en interne, ce soit toujours le même chef plébiscité tous les 5 ans? La démocratie, en l'occurrence, la procédure dont je suis en train de vous parler, elle a été validée par 96,6% il en parle. des insoumis, qui sont plus de 70 000 à avoir voté. Ensuite, vous avez une procédure avec une intergroupe dans laquelle il y avait 90 parlementaires, députés européens, maires nouvellement élus, qui ont participé de cet échange. Enfin, pourquoi ils disent pas ça pour Marine Le Pen de base? Est-ce qu'un journaliste en France a déjà dit Marine Le Pen est encore candidate? Ça commence à faire longtemps là. Pourquoi elle n'a pas fait émerger un héritier au sein du Rassemblement national et la démocratie interne du Rassemblement national? Alors après, d'aucuns pourraient dire que les LFI n'a pas à se comparer au RN parce que c'est l'extrême droite. Mais je veux dire, qui a dit ça pour Macron? En Macron, il n'y a pas beaucoup de démocratie interne pour Macron. Hein. Les partis là, ce qu'ils appellent la démocratie interne, c'est des partis qui font 4% aux élections de nos jours. La démocratie interne, ça fait le désastre Pécresse en 2022 pour LR. Enfin, ce qu'ils appellent la démocratie interne, encore une fois. Vraiment, j'en ai marre de ce débat de con, j'en peux hup, quoi. Encore qu'on a... Avoir ce genre de débat, quand t'es de gauche, après la présidentielle 2022, entre 2022 et 2024, c'est des débats qu'il y avait, y compris Mélenchon était en mode je vais probablement pas y retourner en 2027, qui pourrait prendre ma suite, etc., etc. C'est un débat qui existait. Mais là, maintenant que Mélenchon il est candidat, qu'on est à 1 an de la présidentielle, et qu'en vrai tout le monde l'avait vu venir gros comme un camion, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de faire ce même débat en boucle de merde, j'en ai marre. Pardon, mais On quand passe à la suite là, c'est bon, let's go. Oh. on voit Gabriel Attal déclarer sa candidature, par exemple, je ne crois pas qu'il ait suivi une procédure qui soit aussi large et aussi démocratique que celle dont je suis en train de vous parler. Il y a une petite différence, c'est que Gabriel Attal, qui par ailleurs... Non mais je prends cet exemple. Non mais jusqu'à preuve du contraire, n'a pas encore déclaré sa candidature, même si c'est imminent. Jean-Luc Mélenchon, c'est sa 4e candidature. La première était en, ça m'a pas échappé. était en 2012. Est-ce qu'à un moment donné, quand on est un mouvement, comme le disait Florence, voilà, qui prône la 6e République, la sortie de la logique présidentialiste, est-ce qu'à un moment donné, on ne plaide pas pour une forme de, peut-être, de renouvellement? Alors, oui, mais quand en fait tu milites pour une 6e République, mais que tu milites électoralement dans le cadre de la 5e République, il vaut mieux jouer avec les règles de la 5e République pour tenter de prendre le pouvoir par les urnes. Ah ouais, vous êtes de gauche? Pourquoi vous allez au McDo? C'est ce niveau-là de l'argument. Vous êtes pour la 6e République, mais vous jouez le jeu de la 5e pour tenter de gagner une élection de la 5e République? Ouais, c'est t'es de gauche, c'est un iPhone. C'est exactement le même niveau d'argumentaire de merde, quoi. Ah. Et encore une fois, le débat sur, pas la démocratie interne, mais le débat sur l'organisation de LFI. C'est un débat qu'on a le droit d'avoir, de se dire, est-ce que là, l'organisation actuelle de LFI, elle a des avantages, elle a peut-être des inconvénients, on peut réfléchir entre nous, si on veut que ça soit le parti de masse de la gauche de demain, peut-être qu'on doit réfléchir à la structuration interne, pas la histoire de démocratie, c'est même pas ça, mais à la structuration, comment ce parti se structure, est-ce que sa structuration actuelle est la plus à même de pouvoir en faire le prochain parti de masse ou quoi que ce soit. C'est des débats, encore une fois, après 2022, c'est des débats au sein de la France Insoumise, c'est un débat qu'il y avait et qu'on avait le droit d'avoir, quoi. Et c'est des débats qui sont plutôt sains. Mais là, c'est pas ça, c'est vraiment en mode pour la présidentielle, vous êtes pas un peu hypocrite? Oui, bah c'est bon, tout le monde est un peu hypocrite, on a parlé ça de la politique, allez vous faire foutre, on en ai marre, quoi. il y a 2 éléments dans votre question. D'abord, vous Voilà, avez t'es raison. anticapitaliste, mais tu travailles pour le capital. Oui, bah ouais, voilà. Ah, t'es pour la 6e République et tu vis en 5e République. J'en ai marre. Merci Tankzer du 29 pour le Prime. Merci beaucoup. C'est sa 4e candidature. Je fais remarquer que la première fois, Jean-Luc Mélenchon, il a fait 11%. La deuxième fois, il a fait 19%. Et la troisième fois, il a fait 22%. Donc à chaque candidature à l'élection présidentielle, il a progressé. Et donc c'est plutôt positif quand on progresse. Ça veut dire qu'on arrive à convaincre... Imaginez 5 minutes. Imaginez Marine Tondelier, elle était candidate. C'était pas Jadot, c'était Marine Tondelier. Ok ? Marine Tondelier, aux élections 2022, a fait 22% à la présidentielle. LFI a fait 4,5%, Mélenchon a fait 4,5%, Tondelier a fait 22%. Et voilà, juste t'inverses les deux. T'inverses le score des écolos et le score de LFI. Juste. Non, je suis pas mute. Je suis mute là. C'est toi qui es mute, archi crasseuse, je suis pas mute. Y a un problème là? Parlez dans le chat. Non, c'est bon. Imaginez juste, vous inversez le score des écolos. Non, encore mieux. Vous inversez le score du PCF, parce que le PCF c'était déjà Roussel le candidat, et là il va probablement se refaire élire au Congrès. Imaginez juste, vous inversez le score de Roussel et Mélenchon à la présidentielle. Roussel a fait 22%, Mélenchon a fait 2%. Imaginez, simple expérience de pensée. Comment il serait comporté Roussel entre-temps, depuis 2022? Est-ce qu'il y aurait eu la question de oui, mais la démocratie, genre tout le monde s'en bat les couilles. Roussel, il serait arrivé avec ses gros sabots, il serait positionné au centre de fou, il aurait rien. Enfin, qu'est-ce qu'il aurait fait différemment de Jean-Luc Mélenchon là?
Ils n'ont pas le même âge non plus, ça joue à mon avis. Pour moi, pour le coup, c'est un vrai argument de dire ouais, mais moi, en plus, il y a des gens en plus qui sont plutôt mélenchonistes, en tout cas qui sont des soutiens de LFI assumés, etc., et qui disent oh, moi, je trouve ça dommage, il a 75 ans, j'aurais aimé quelqu'un de plus jeune, place aux jeunes, il y en a marre des vieux. Ceux qui disent ça, ok. C'est un argument tout à fait entendable. Moi, parfois, je me dis un peu ça, et pour le coup, je me dis ça pour 2032. Si Mélenchon il retourne en 2032, je vais être en mode frérot, il a 80 ans, ça va, ou non. Effectivement, pour moi, c'est un argument qui s'entend. Mais encore une fois, si une meilleure solution avait été trouvée, je pense que les filles l'auraient fait. Ou alors, vraiment, ils sont prêts à perdre juste parce que le gourou Mélenchon veut faire sa 4e candidature. Non, ça va, c'est quoi ça? Mais juste, voilà, l'expérience de pensée. Imaginez que Roussel a fait 22% en 2022 et Mélenchon a fait 2%. Juste, imaginez ce que Roussel aurait fait depuis. Bon. Il serait retourné 100%, point à la ligne. Alors, la question serait pas posée, il serait retourné, il aurait dit oh, faut gagner, c'est moi là, le leader à gauche là. Je suis en tête à gauche, donc voilà ma position. Même Raphaël Glucksmann, il a dit ça. Raphaël Glucksmann, il était à la tête aux Européennes, il est arrivé sur France Inter, il a dit je suis en tête à gauche. Donc voilà ce qu'on va faire. Même Glucksmann, hein, qui présente souvent comme étant l'anti-Mélenchon, et lui, il est mieux Glucksmann que Mélenchon, parce que lui, c'est pas un sale zinzin, quoi. Mélenchon, Glucksmann, il a été encore plus comme ça que Mélenchon. Hein. Il a vraiment dit, il a dit mot pour mot, je suis en tête à gauche, donc voilà mes conditions. Mélenchon, il a pas dit je suis en tête à gauche, donc voilà mes conditions. Mais il était en tête à gauche, et donc effectivement, ça s'est fait comme ça. Enfin voilà, normal quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Davantage de C'est bon, ça va. On peut aussi constater Deuxièmement, que Manuel Bompard, que 3 fois, il a échoué à accéder au ça ne second m'a tour. pas échappé, mais la dernière fois, il a manqué un point. Le RN, ils ont échoué combien de fois d'arriver au pouvoir? Et là, Bardella, il est pas un peu favori quand même? Qu'est-ce que c'est cet argument de merde, quoi? Qu'est-ce que c'est que cet argument de merde? Marine Le Pen, ça aurait été sa combienième présidentielle, rappelez-moi? 4e. Bon, il se trouve qu'elle est inéligible parce qu'elle a détourné de l'argent. Oh, ça aurait été sa 4e présidentielle. Est-ce qu'on pense que parce que c'est sa 4e présidentielle, du coup, elle est désavantagée? Bah non. Si Marine Le Pen avait bel et bien pu se présenter, je parle déjà au passé, elle n'est pas encore inéligible, mais bon, voilà. Au contraire, on serait dit, oulala, elle fait que progresser là sur les 3 premières, la 4e, ça va être chaud là, hein, ça va être chaud. Tout le monde se serait dit ça à raison. Et non, pour Mélenchon, non, ça ne dit pas ça. Bon, bref, ça va. Et donc j'ai bien l'intention, et nous avons bien l'intention à la France Insoumise de faire en sorte que cette fois, nous réussissions non seulement à nous qualifier au second tour, mais ensuite à l'emporter. Ensuite, vous me posez une question sur la 5e République et le côté présidentiel. Évidemment, et effectivement, dans notre programme, une de nos premières mesures, c'est la volonté de passer à la 6e République et de tourner la page de la monarchie. Très possible qu'elle soit pas inéligible, restons calmes. C'est très possible qu'elle soit inéligible, surtout. Hein. Vraiment, il y a eu encore un sujet sur ce soir, il y a pas longtemps, où ils sont en mode... Les faits avérés avec des preuves évidentes font qu'elle a été condamnée en première instance. C'est les mêmes preuves en appel. A priori, elle sera inéligible. Hein. Ça serait un coup de théâtre absolument spectaculaire. Après, rien n'est impossible en politique. Hein. On n'est jamais à l'abri d'une bonne ou d'une mauvaise surprise. Mais là, bon voilà. En vrai, c'est quand même très mal barré pour Marine Le Pen. Hein. À la 6e. Il y a aussi eu le truc où elle a fait un grand rassemblement, elle a traité tout le monde de jus de rouge pendant 3 mois avant de se dire ah non, mauvaise idée de faire ça. Elle a fait un grand rout, elle a fait un grand rassemblement au Panthéon là pour dire c'est une honte, ils veulent me censurer. Ça a pas joué en sa faveur. Hein. La différence c'est la ligne de défense, mais la ligne de défense elle est pas très différente. Hein. Elle a changé son fusil d'épaule au dernier moment. C'est ça le truc. Sa ligne de défense au début de son procès en appel c'était la même et au final elle a commencé à dire oui mais... Non, franchement, il y a quand même de très fortes chances pour que ce soit inéligible. La plupart des gens qui ont suivi le sujet, voilà. Pas en politique, Ribot, c'est un sujet judiciaire. Certes, mais je veux dire, les spécialistes qui suivent un peu le sujet, ils sont quand même d'accord pour dire qu'il y a de très grandes chances qu'elle soit inéligible et que ça serait peut-être pas miraculeux, mais ça serait étonnant qu'elle ne le soit pas, quoi. Voilà. Évidemment, et effectivement, dans notre programme, une de nos premières mesures, c'est la volonté de passer à la 6e République et de tourner la page de la monarchie présidentielle. Mais nos institutions sont faites de telle manière que pour pouvoir passer à la 6e République, il faut prendre le pouvoir dans le cadre de la 5e République. Oui. C'est comme ce ça. que je disais. Hormis C'est si, littéralement ce que je viens de dire. Hein. ici, vous défendez maintenant l'idée qu'il faut faire autre chose qu'une révolution citoyenne, c'est-à-dire une révolution par les urnes. Et bien, pour faire la révolution par les urnes, il faut gagner les élections. C'est comme ça que ça marche. Encore un point sur les paradoxes qu'il peut y avoir dans cette désignation. Vous avez fait campagne et vous avez fait émerger pendant la campagne des municipales cette thématique de ce que vous appelez la Nouvelle France. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon, élu sénateur... Attendez, juste avant, il y a des gens qui font des scénarios sur le RN. En mode, peut-être que même si Marine n'est pas inéligible... et qu'elle peut se présenter, Bardella y ira quand même. Cette théorie du complot me plaît. Ou il y a aussi l'autre théorie de Marine Le Pen, elle va trop avoir le seum d'être en train de se faire voler son parti par son jeune protégé Bardella, par son dauphin, qui au final lui vole son propre parti familial, qui prend trop d'importance et que du coup qu'elle essaie de le torpiller. Il y a même déjà des trucs avec des différences de ligne et tout, quoi.
À voir ce qui va se passer, mais il y a moyen qu'il y ait du rififi au RN, c'est pas impossible. Mais je pense que pour 2027, ils vont se dire on a un coup à jouer, donc on va y aller, quoi. Mais à voir, on verra. En tout cas, voilà, la décision, le verdict du procès en appel, c'est fin juin, début juillet, en même temps que le congrès du PCF, d'ailleurs, figurez-vous. Donc on en saura plus sur le contour de la présidentielle à venir au début de l'été. À la fois côté RN et à la fois côté PCF, mais je trouve qu'il y a assez peu de surprises dans les deux cas. Bon, voilà. Révolution par les urnes. Et pour faire la révolution par les urnes, il faut gagner les élections. C'est comme ça que ça marche. Alors, encore question. un point sur les paradoxes qu'il peut y avoir dans cette désignation. Vous avez fait campagne et vous avez fait émerger pendant la campagne des municipales cette thématique de ce que vous appelez la Nouvelle France. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon, élu sénateur pour la première fois en 1986, c'est la Nouvelle France? Mais en fait, la Nouvelle France, c'est intéressant aussi que vous me posiez C'est cette le question. même argument qu'Apolline de Malherbe. Vous dites qu'il faut plus de Noirs et d'Arabes qui dirigent des villes issues de l'immigration, où il y a des gens issus de l'immigration, mais vous êtes blanc, monsieur Bompard. Pourquoi vous laissez pas votre place à un Noir, espèce d'hypocrite? C'est le même niveau d'argumentaire de merde. Hein. Non mais on sait que Mélenchon est un vieux briscard de la politique. Merci de le faire remarquer. Heureusement que vous êtes là, monsieur Duhamel. Parce que ça a été immédiatement caricaturé comme s'il y avait d'un certain point de vue la Nouvelle France qui devait remplacer l'ancienne France, ce que évidemment on n'a jamais dit, on n'a jamais utilisé ce type d'expression. Je vais vous dire, pour nous la Nouvelle France, c'est la France de la 6ème République. C'est Donc la Jean-Luc France... Mélenchon, c'est la Nouvelle France. il participe. La Nouvelle France, en gros, quand ils disent la Nouvelle France, c'est la France actuelle telle qu'elle existe, qui est nouvelle par rapport à la France d'avant. La France est en mutation. C'est un pays qui change, qui évolue, avec le temps qui passe, et c'est normal, ça a toujours été comme ça sera toujours. Acceptons ce fait-là pour qu'on vive au mieux tous ensemble, quoi. C'est ça que ça veut dire, c'est pas une opposition, alors, l'ancienne France des Blancs contre la Nouvelle France des immigrés, ça n'a jamais été ça, quoi. Voilà. De la volonté de passer à la 6ème République, oui. Donc oui, je pense qu'il participe de cette volonté de faire en sorte qu'on ait aujourd'hui un pays, des institutions qui correspondent au peuple français tel qu'il est aujourd'hui. Et le peuple français tel qu'il est aujourd'hui... Manuel Bompard, je veux bien que maintenant il y ait une nouvelle définition de la Nouvelle France, mais quand Non, c'est pas une nouvelle, c'est celle que nous avons toujours défendue. Il y a des tribunes sur le sujet, il y a des explications. Manuel Bompard, quand ne on vous meeting Jean-Luc laissez Mélenchon... pas gagner par les lectures que nos adversaires veulent donner de la Nouvelle France. On essaye de vous avez regarder... vu, je vous ai pas mis dans nos adversaires. Non, mais ni adversaire, ni soutien, on pose juste des questions. Quand dans un meeting, Jean-Luc Mélenchon parlait des tout blancs, tout moches que vous êtes, dans un dégagement précisément sur cette Nouvelle France, je ne crois pas que la Nouvelle France faisait référence à la 6ème République dans le cas d'espèce. Non, c'est Benjamin Duhamel, il ne faut pas couper des phrases de meeting pour leur faire dire... Oui, parce que ça, le truc de la phrase coupée, je pense pas que j'ai pas suivi là, j'ai pas la phrase entière en tête. Mais ça m'étonnerait que Jean-Luc Mélenchon sur scène ait commencé à dire « Les Blancs sont tellement moches par rapport aux Noirs et aux Arabes, aux gens issus de la diversité, ils sont plus beaux que nous, les Blancs, on est moches. » Je pense vraiment pas qu'il ait dit ça. C'était une vanne, oui, mais du coup, contexte. Tout blanc, tout moche que vous êtes. Oui, il parlait des racistes. C'est comme quand il y avait une raciste à côté de lui, là, c'était chez Cyril Hanouna à l'époque. Hein. Je sais plus qui c'était la meuf. Il a dit « Regardez-vous avec votre vilain visage déformé par la haine. » C'était pour ça dire, ouais, le racisme, ça rend moche, quoi. Vous êtes tout blanc, tout moche à cause du racisme. Jean-Luc Mélenchon s'en prenait dans ce meeting aux personnes qui précisément sont des personnes racistes et qui ont du mal à voir le peuple français tel qu'il est. Il n'a jamais dit que c'était un problème d'être blanc. Ça, c'est la vision racialiste. Tout blanc, tout moche que vous êtes. Non, c'était une manière de qualifier les personnes qui précisément avaient du mal à comprendre que dans notre société aujourd'hui, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit sa religion, on doit être à égalité. Mais évidemment que la France, la Nouvelle France, c'est la France telle qu'elle est, c'est la France tout entière. C'est pas une Nouvelle France qui s'opposerait à une ancienne France. C'est par contre une Nouvelle France qui s'oppose à l'ancien régime, qui s'oppose à la 5e République, qui s'oppose à la monarchie présidentielle dont on a parlé. Et vous allez voir, on aura l'opportunité. Juste Manuel Bompard, encore un mot là-dessus. Quand vous avez Rima Hassan qui dit l'ère du porte-parole est révolue, comprenant qu'il faut que des élus soient à l'image de la diversité. Elle a absolument raison. Et de la même manière, Sébastien Delogu tenait des propos à peu près... Mais où est-ce que tu veux en venir ? Mélenchon, malgré son poids politique et le fait qu'il soit ultra identifié et que ça soit un véritable bulldozer électoral, il aurait dû laisser sa place à un arabe. C'est un peu hypocrite, les gauchistes, non ? Oui, il y a plein de blancs dans les cadres de LFI. Parce que, vous savez quoi ? On vit dans une société. Ouais. Les blancs science-pistes, ils sont un peu représentés dans les hautes sphères de LFI, c'est vrai, ouais. Mélenchon est un vieux briscard de la politique. Ouais, c'est vrai. Ils sont pas parfaits parce qu'ils évoluent dans un monde très imparfait. Bah oui, c'est normal.
la même manière qu'il y a plein de militants politiques, au final, c'est un peu plus parfois la petite bourgeoisie qui a pu faire des études, qui a pu prendre le temps de réfléchir à comment le monde fonctionne, et une mère de famille célibataire, smicarde, qui bosse toute la journée pour tenter de garantir une vie pas trop dégueulasse à ses enfants, elle a moins le temps de se préoccuper de la politique. Et du coup, parfois, il y a une surreprésentation des petits blancs bourgeois dans certains milieux militants, parce que c'est le monde qui est fait structurellement comme ça, et c'est moche et on le dénonce, mais vraiment, voilà. Et c'est un peu pareil à la France insoumise. Oui, dans les instances dirigeantes de LFI, on va dire, et de absolument tous les partis du monde, de gauche comme de droite, on va dire, une petite bourgeoisie intellectuelle et blanche est parfois un peu représentée parce que c'est eux qui font des études en sciences politiques, etc., etc. Parce que c'est des politiciens et bon, c'est un monde qui est relativement bourgeois de base. Bah oui. Donc je veux dire, à cet égard, LFI, c'est vrai, il y a pas mal de sciences-pistes blancs dans les instances dirigeantes parce que c'est un parti politique. Électoraliste, oui. Oui, mais ça, c'est le point de départ. Et à côté, il faut regarder, est-ce qu'il y a des efforts qui sont faits dans ce parti pour donner plus de place à des militants issus de l'immigration, de terrain, etc., etc. Parfois, c'est pas parfait. Hein. Parfois, ça parachute les cadres dirigeants dans des circuits imperdables, populaires, quitte à se dire que bon, les militants locaux, on s'en fout un peu. Parfois, ouais, c'est critiquable pour ça. Parce que c'est un parti pour le meilleur et pour le pire. Vous voyez, mais à côté, force est de constater qu'il y a quand même des efforts de représentativité qui sont faits. LFI, en tout cas par rapport aux autres partis, c'est très clairement le cas. Hein. C'est très clairement le cas. Hein. Maccabi, quand vous avez là un candidat qui est un homme blanc de plus de 70 ans, est-ce que ce n'est pas en contradiction avec ce que vous défendez comme ligne politique ? Mais non, mais au sein de quel parti il y a eu la première femme noire vice-présidente de l'Assemblée nationale ? Je pose la question. Bali Bagayoko de LFI qui se prend un torrent de main de raciste à longueur de journée juste parce qu'il est noir. À cause de genre, c'est quel parti tout ça ? On peut prendre le positif au lieu de regarder le négatif aussi. Enfin, l'ère du porte-parole est révolue, je suis absolument d'accord et je pense que c'est une très bonne chose. Donc c'est en mode Rima Hassan, députée européenne, ils sont en mode non mais c'est un token palestinien, hein, c'est juste un coup politique de leur part, ils en ont rien à foutre de la Palestine. Et après du coup quand c'est soit ils ont des tokens, soit en fait ils devraient laisser leur place à des noirs et des arabes. Faudrait savoir en fait, mettez-vous d'accord, accordez vos violons bande de bouffons, c'est insupportable à la fin. Qu'aujourd'hui on ait davantage de représentation politique qui soit plus à l'image de la société. Avec un candidat qui est un homme blanc de plus de 70 ans. Il y a un candidat, il y a tentative d'outwokisme refusée, voilà. Une équipe, il y aura des gouvernements à constituer, il y aura des parlementaires à élire dans les élections législatives qui viendront. Et évidemment, notre objectif à la France Insoumise, c'est que la représentation politique soit davantage à l'image de la société. Et c'est vrai des origines, c'est vrai aussi des conditions sociales. Par exemple, il n'y a pas suffisamment d'ouvriers, d'employés à l'Assemblée nationale, même si la... Et ça, c'est un truc, c'est archi classique de la gauche de dire oh là là, il n'y a pas assez d'ouvriers à l'Assemblée nationale. C'est le truc le plus standard. C'est un discours, une réflexion qu'il y avait en interne à gauche, dans plein de nuances de gauche différentes d'ailleurs, hein, de se dire ah bah oui, la représentativité c'est pas ça, on va essayer de mettre plus d'ouvriers, mais c'est pas en mode le parti communiste a décidé de mettre 100% d'ouvriers payés au SMIC dans les instances dirigeantes, enfin genre je sais pas, ils disent ça comme si ils sont en train d'essayer de réinventer l'eau chaude, le truc de la représentativité sous toutes ses coutures, y compris sociales. C'est un truc qui existe depuis longtemps et c'est un vrai questionnement et c'est une vraie réflexion interne à la gauche depuis longtemps. Et oui, c'est pas parfait à ce niveau-là. Surtout quand effectivement on est un parti comme LFI qui a volonté de prendre le pouvoir par les urnes, ce qui en fait un parti électoraliste de fait. Parfois, il faut être un peu pragmatique, machin bidule. Parfois, c'est imparfait. Et oui, c'est pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? France Insoumise fait partie des groupes les plus représentatifs, on peut faire mieux encore. Il n'y a pas suffisamment de femmes, encore, malheureusement, malgré la loi sur la parité. Il faut continuer à y travailler. Et je pense que sur ce point-là, c'est un objectif qu'on devrait tous partager, d'avoir une représentation politique qui représente le peuple tel qu'il est. Compte tenu des crispations que provoque votre candidat, qu'est-ce que vous dites à ceux, notamment à gauche, qui estiment que Jean-Luc Mélenchon, au second tour, c'est l'assurance d'une victoire du Rassemblement national ? Alors, quel candidat de gauche, qui me disent, quel candidat de gauche serait l'assurance de pas une victoire du Rassemblement national ? Proposer quelqu'un d'autre de mieux. Parce que le bout de ce chemin-là, de dire ça, c'est on va voter François Hollande premier tour. Le PS, il va peut-être envoyer François Hollande. Donc là, ça y est. Le narratif, ça sera non, il faut pas envoyer Mélenchon, il va perdre face à Bardella. Envoyez plutôt François Hollande, l'homme qui a tué la gauche, l'homme qui a permis à Macron de devenir président de la République. C'est ça la contre-proposition ? Allez vous faire enculer, quoi, je sais pas, bon, c'est bon, ça va. Marine Londelier qui dit il est manifeste qu'il ne peut pas gagner au second tour. On a Olivier Faure qui dit il est le plus mauvais candidat de la gauche. Ouais. Quand ton candidat officiel, Olivier Faure, et par discipline de parti, tu vas faire sa campagne de merde, ça sera François Hollande ou le très
libéral Raphaël Glucksmann. Alors là, en gros, on sait pas. La question qui se pose pour le PS, c'est ça sera qui notre candidat? Est-ce que ça sera François Hollande, le fossoyeur de la gauche française, ou est-ce que ça sera Raphaël Glucksmann qui, avant même d'être officiellement en campagne, dit il faut que les Français travaillent plus. Les 35 heures étaient une erreur. Non mais c'est bon. Regardez, bande de guignolos de merde. Qui c'est vos candidats potentiels avant d'ouvrir grand vos claques-merdes et de faire des procès en loser à la personne, au parti qui porte la gauche sur ses épaules depuis 10 ans dans ce pays, quoi. Et qui a sauvé la gauche du hollandisme. Putain, non mais sérieux, quoi. Il a dit ça, il a pas dit les 35 heures, mais il a dit il faut que les Français travaillent plus. Il a dit mot pour mot, il faut que les Français travaillent plus. Il l'a dit. Il faut que les Français travailler plus. C'est où? Pourquoi j'ai que des liens, Pourquoi j'ai que des trucs Facebook là? Ah, Clément Sénéchal. Regardez, Raphaël Glucksmann. Alors, peut-être ça sera pas Hollande, hein, peut-être ça sera Glucksmann. Voilà un candidat de gauche qui peut battre Bardella au second tour. Ah, la gauche qu'on aime. La gauche qui dit notre pays est l'un de ceux où l'on rentre le plus tard sur le marché du travail et on en finit le plus tôt. Attends, mais c'est où là? Travaille plus longtemps? C'est écrit où travaille plus longtemps? Putain! Ah oui, voilà. Glucksmann s'est inquiété que la France produise peu et a estimé qu'il faut qu'on travaille plus longtemps au cours de sa vie. Voilà. Je pense que les Français doivent travailler plus longtemps. Ah super. Ça c'est ma gauche, ça. Ça c'est la seule gauche capable de vaincre Jordan Bardella au second tour des élections présidentielles. C'est la gauche du reculer pour mieux sauter. C'est la gauche qui mettra la France dans les bras de l'extrême droite en 2032 si elle gagne en 2027. Mais sérieux quoi. Sérieusement. Et donc c'est ça. Parce qu'en vrai là ils disent oui mais Mélenchon, oui mais gna gna gna, mais il y en a d'autres qui disent ça. Les autres, ils veulent faire travailler les autres, c'est François Hollande et Raphaël Glucksmann. Ou alors, effectivement, c'est les unionistes de gauche, c'est le groupe écologiste et social, et juste leur primaire, ça ne fonctionne pas. C'est une espèce d'idéaliste qui dit « Ah, il aurait fallu faire autrement !» Bah oui, mais Ouais, mais c'est pas toi qui décide. ça va, voilà. C'est soit des espèces d'idéalistes totalement déconnectés qui aimeraient vraiment que les choses se passent comme une manière en faisant fi de tout rapport de force politique et de la situation concrète. Là, on pense au tondelier aux consorts, ceux qui ont la critique de dire Mélenchon est une machine à perdre. Et les autres, c'est François Hollande et Raphaël Glucksmann. Les fossoyeurs de la gauche. Bon bah. Second tour, super. qu'est-ce que vous leur répondez? Au pire, on s'en bat les couilles de leur avis et n'importe qui de gauche dans ce pays, vraiment de gauche pour de vrai dans ce pays, est d'accord avec moi en réalité. Et ils se rend à l'évidence au bout d'un moment. Même s'ils n'aiment pas spécialement Jean-Luc Mélenchon. Et là, j'en ai vu plein là après la déclaration de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle. Des tweetos qui aiment pas trop Jean-Luc Mélenchon parce que c'est des gens d'extrême gauche et l'électoralisme, ils ont du mal. Et puis Mélenchon, il le trouve vieux. Et puis il y a certains trucs où il aime pas trop, etc., etc. Bah quand même faire un tweet et dire, moi vous savez que je suis pas fan de Méluche, mais normalement la responsabilité en tant que personne de gauche, vu le péril brun à nos portes, c'est à minima de voter Mélenchon en 2027. Voilà. Et en fait ça, pour les vraies personnes de gauche, cette pensée-là, elle est déjà hégémonique en vérité. Donc c'est pour ça là. Messieurs les responsables politiques de gauche, juste prenez le pouls de la population française 5 minutes au lieu d'être complètement déconnecté à la ramasse comme ça, quoi. Sérieux, parce qu'à part fournir des arguments à Benjamin Duhamel et à CNews, vous faites pas grand-chose. Hein. Bon, d'abord, à eux, pas grand-chose. Parce que je vois bien qu'ils ont décidé de passer leur temps à s'en prendre à, en fait, la seule personne aujourd'hui qui est en mesure non seulement de se qualifier au second tour, mais ensuite de leur... Si le péril brun est si grand, mieux vaut voter Hollande ou Philippe alors, si c'est ton argument. Mais c'est ce que vont faire une bonne partie de l'électorat potentiel du PS en fait. L'électorat de gauche du PS, enfin l'électorat de gauche qui pourrait éventuellement retourner au PS, c'est ce qu'ils vont se dire. Il va y avoir potentiellement un duel entre Hollande et Édouard Philippe au premier tour. Moi c'est un peu ma théorie. Je pense qu'une partie de l'électorat potentiel du PS, ils vont voter utile Édouard Philippe en se disant ah bah non, parce que Mélenchon Bardella, ça veut dire que Mélenchon perdra. Mais à ce moment-là, ça veut dire qu'on n'est pas de gauche normalement. emporter. Ensuite, aux gens qui pourraient se poser cette question, parce que ça, c'est autre chose. Moi, je leur dis, vous savez... moi, je parle parce que je suis de gauche. Hein. Voilà. Je parle des gens de gauche, les électeurs de gauche dans ce pays. Hein. Que les électeurs centristes pensent être antifascistes en votant au premier tour Édouard Philippe pour contrer les plans de l'extrême droite, alors qu'ils sont à moitié en train de fusionner avec la droite, c'est complètement con. Hein. Voilà. Les élections législatives de 2024, dans la majorité des duels qui ont opposé des candidats de la France Insoumise aux candidats du Rassemblement National, c'est les candidats de la France Insoumise qui l'ont emporté. Et vous pourrez aller vérifier ce que je suis en train de dire. Dans la majorité des duels, des cas dans lesquels il y a eu des oppositions au second tour en 2024 entre l'extrême droite et la France Insoumise, c'est la ça marche plus aujourd'hui. qui l'a gagné. On l'a vu notamment. Ah si, ça marche, madame. Le front républicain.
25% du PS ne votera pas Méluche au second tour contre le RN, en fait, réfléchissez à ça déjà. Ça, je pense pas. En plus, le PS, ils vont se dégonfler comme des baudruches. Si jamais il y a un second tour Mélenchon-Bardella, ils vont quand même appeler à voter Mélenchon après lui avoir chié à la gueule pendant 10 ans, quoi. Donc non, ça, je pense que le PS, même François Hollande, il inviterait à... Il appellerait à voter Mélenchon la mort dans l'âme, je pense. Et les électeurs, ils le feront, je pense vraiment. Parce qu'en fait, dites-vous que... Après, c'est la pensée centriste. Hein. Là, on est entre gauchistes, donc c'est un peu bizarre. Mais dites-vous, premier degré, quand je dis ça, je ne plaisante pas. Il y a une partie des électeurs en France, je ne sais pas exactement quelle partie, mais il y a un type d'électeurs en France. Et quand je dis ça, je le sais, qui serait prêt à voter Édouard Philippe premier tour pour éviter Bardella, en fait. Et ces gens-là qui auraient voté Édouard Philippe au premier tour, si jamais Philippe n'y va pas au premier tour et c'est quand même Bardella-Mélenchon le second tour, bah lui, il voterait Mélenchon pour tout sauf Bardella. Mais en fait, le tout sauf Bardella va amener des électeurs centristes, centre-gauche, mes couilles, à voter pour un droitard dès le premier tour. Mais du coup, là, c'est la mort de la politique, en fait. Ça veut dire qu'on ne peut plus voter. On est obligé de voter pour l'extrême centre pour contrer l'extrême droite, et tout le reste, c'est de l'irresponsabilité. Mais du coup, il n'y a plus de démocratie à ce moment-là. Ça veut dire que les macronistes vont gouverner la France à jamais, parce qu'à chaque fois, ils vont nous sortir un centriste de merde et dire si vous ne votez pas pour ce centriste de merde, vous votez directement pour l'extrême droite. C'est ça l'argument qui est en train de se faire, en fait. Et moi, je suis convaincu qu'il y a une partie de l'électorat en France qui serait prêt à voter pas Bardella, mais à voter Retailleau au premier tour pour faire barrage à l'extrême droite, et bah du coup, il voterait Mélenchon second tour pour faire barrage à l'extrême droite. Hein. Et là, vous vous dites, mais c'est complètement con, comment on peut voter dans la même élection pour Retailleau, pour Édouard Philippe. J'ai dit Retailleau, je parlais d'Édouard Philippe. Comment on peut voter pour je parle pas de Retailleau. Comment on pourrait voter au premier tour pour Édouard Philippe et au second tour pour Mélenchon? On est de droite ou de gauche dans ce pays? Bah, en fait, il y a plein d'électeurs centristes, justement, ils sont centristes, en fait, ils votent pour éviter les extrêmes, vous voyez ce que je veux dire, et l'extrême droite en premier, quoi. Mais non, je parle pas Retailleau, j'ai dit Édouard Philippe. Mais moi, je pense vraiment que ça va être un enjeu central de l'élection présidentielle. Et ça va être un narratif abusé, quoi. Il va y avoir tout un tas de gens qui vont dire ah blablabla, oh là là, non, il faut être responsable, il faut voter pour un centriste de merde. Et ça va marcher auprès de tout un électorat centriste qui pourrait. Voilà, quoi. Mais ça va les grappiller. En gros, s'il y a un duel entre Hollande et Édouard Philippe, en gros, les centre-gauche et centre-droit, il y a moyen que par mécanisme de vote utile, il y a un des deux qui prenne totalement le leadership sur l'autre. Moi, ça ne m'étonnerait pas qu'on voit ça. Qu'on voit Hollande s'effondrer baisser dans les sondages au fur et à mesure qu'Édouard Philippe monte dans les sondages. Parce que les électeurs centristes qui auraient préféré voter Hollande, par pragmatisme, ils vont voter Édouard Philippe pour éviter Bardella. Il va y avoir un truc de cet ordre-là, ça va être central dans la campagne présidentielle en 2027. Ça va être central, quoi. Je sais plus pourquoi je disais ça. Donc voilà, c'est ça que nous propose la gauche anti-Mélenchon, machin bidule. Concrètement, c'est ça qu'ils s'apprêtent à nous proposer. C'est ça qu'ils vont faire, en fait. C'est ça qu'ils vont faire. Mais attention, on sous-estime le barrage anti-Mélenchon, je sais pas. Encore une fois, tout le monde disait ça au moment des législatives 2024. Personne pensait qu'il y aurait un espèce de réflexe vote barrage. Et ça, je sais, je l'ai commenté en direct. Tout le chat, en permanence, disait il n'y aura pas de vote barrage, c'est mort. Vous pensez vraiment que les centristes vont voter NFP? Ils préfèrent largement voter Bardella, car ce sont des bourgeois. Et au final, bah non, ça s'est pas vérifié. Comme l'a dit, encore une fois, Manuel Bompard, en cas de duel LFI, même en cas de duel LFI, même en cas de duel LFI-RN, aux législatives, il y a une bonne partie, il y a bien plus d'électeurs macronistes de premier tour qui ont décidé de voter LFI plutôt que de voter RN. Donc non, là-dessus, on ne sait pas, encore une fois. Et puis regardez le neuil que c'est, Bardella. Il y a peut-être plein de gens qui vont juste dire oh là là, Bardella, c'est pas possible. Ou alors ils vont s'abstenir. Il y a peut-être plein de gens qui vont s'abstenir, mais qui vont pas proactivement voter Bardella contre Mélenchon, qui vont se dire la République est perdue, je ne voterai pas. Les deux sont horribles. Donc s'il y a suffisamment d'abstention et suffisamment de vote barrage, c'est gérable. Hein, c'est gérable. Je leur dis, vous savez, des marches, madame. Le front républicain. Je suis voilà, rappelons que le RN criait victoire, on a goûté leur somme à grande goutte. C'est plus compliqué pour la présidentielle parce que c'est pas plein de petites élections différentes, c'est une élection, et si c'est Mélenchon, et il y en a peut-être qui étaient chauds pour voter LFI, NFP aux législatives, qui là voteraient pas Mélenchon. Mais au pire, ces gens-là, ils vont s'abstenir. Ils vont pas voter RN. Et avec une abstention suffisamment grande, et à côté de ça, certains abstentionnistes qui sortent du bois pour voter Mélenchon au dernier moment, après, il y aura peut-être aussi pareil pour Bardella, et une partie des centristes, y compris du centre-gauche, y compris les électeurs PS, machin bidule, qui votent quand même la mort dans l'âme Mélenchon pour faire barrage, c'est pas impossible. Hein. C'est pas impossible que Mélenchon gagne un second tour face à Bardella. Voilà. RN ne fonctionne plus, on l'a vu au municipal, on l'a vu, il y a eu un dooming qui risque de créer de l'abstention. Tu parles du premier ou du second tour? Au second tour, je pense pas que ça sera comme ça que ça se passe. Ceux qui vont s'abstenir au second tour, au contraire, c'est certains centristes, plus centre-droit, qui vont se dire je ne voterai pas. Les Attal et compagnie. Moi, je pense que Attal, il y a un Mélenchon Bardella, à la limite, ils votent pas, quoi. Vous voyez?
ce genre de sensibilité-là. Encore que Attal, là, il court après la droite, quoi. Je veux dire, l'électorat un peu Attal, vous voyez ce que je veux dire? L'électorat macroniste historique, pas trop radicalisé à droite, des retraités modus gay qui votent Macron sans réfléchir, vous voyez? Ce genre de population-là, il pourrait très bien s'abstenir ou voter Mélenchon. Voilà. Bref, tout ça pour dire qu'il y a tout un tas de dynamiques. Et pour moi, là, je veux dire, je pense qu'on sous-estime peut-être, à voir, hein, mais qu'on se dit qu'il y aura plus de votes de conviction qu'on ne le croit. Je pense que cette élection, ça va être du coup de billard à trois bandes, y compris au niveau des électeurs, et qu'on peut avoir des électeurs qui passent de Hollande à Édouard Philippe pour éviter le second tour Bardella, Mélenchon, etc. Je pense qu'il va y avoir énormément de choses de cet ordre-là que je suis en train de vous raconter au moment de l'élection. Il va falloir regarder ça de très près. Mais si on analyse dans le détail et dans la profondeur, il y a un scénario où... Il y a eu Madame, plusieurs exemples. En 2024, c'était pas il y a 40 ans quand même, c'était Non, il y a mais- 2 ans. Et il y a eu une mobilisation puissante pour... Si Attal a appelé à voter pour le NFP, mais là je parle d'un Mélenchon Bardella, il n'a pas appelé à voter pour Mélenchon. Hein. Il a dit maintenant que le NFP mathématiquement ne peut pas avoir la majorité absolue, dans tous les cas voter pour eux c'est mieux que le RN. Mais il a dit ça une fois qu'il savait que le NFP n'aurait pas sa majorité absolue. Là si c'est second tour de la présidentielle Mélenchon Bardella, je pense pas qu'il appellera à voter Mélenchon Attal, mais je pense pas forcément qu'il appellera à voter Bardella non plus. Peut-être qu'il va faire un truc du genre aujourd'hui c'est la République qui est perdue. Il fallait voter pour moi dès le début. J'aurais pu battre Bardella au second tour de la présidentielle. Les Français se sont trompés. La République a failli. Je pratiquerai le nini. Je ne voterai pas. Voilà. Il pourrait y avoir tout un tas de centristes qui au final disent ça. En mode la République a failli, ne votez pour aucun des extrêmes. Et dans la population, parmi les électeurs, il pourrait y avoir tout un tas d'électeurs aussi qui se disent bon, je vote blanc, je vais pas voter, allez vous faire foutre. Mais attention. Attention. Le barrage anti-Mélenchon, pour moi, la droite le fait. LR est mûr pour ça. 1000 fois, Retailleau le dit déjà. Toute une partie de l'électorat à droite le fait, mais toute une partie de l'électorat de centre-droit ou centriste, on va dire macroniste, pas sûr qu'ils le fassent eux. Et encore une fois, aux législatives, ils l'ont pas fait. Ils n'ont pas fait de barrage anti-LFI, ils ont plutôt fait barrage anti-RN. Donc à voir. Pour battre l'extrême droite au il y a second tour, à peine et ça a quelques conduit mois, à l'élection de nombreux Toulouse, députés Limoges, de la France Insoumise. Mais madame, Toulouse et Limoges étaient dirigés par la droite jusque-là. Vous en êtes d'accord? Donc vous avez raison, nous avons pas... Non, mais il y a eu un réussi. effet repoussoir. Depuis, ce que je Non, veux vous dire, c'est que ce n'est depuis, pas vrai. il y a Pardon, un je effet suis désolé de vous repoussoir le dire, de la France Insoumise. mais non, ce n'est pas vrai. Je suis désolé de vous le dire, mais par exemple, à Limoges, à l'élection municipale C'est précédente... vrai, il y a peut-être un effet repoussoir avec Mélenchon, mais encore une fois, il y a un effet repoussoir, ça veut rien dire. Tu pourrais dire la même chose de Bardella. Bardella, il y a eu un tel effet repoussoir que, encore une fois, je le répète, je vais le répéter autant de fois qu'il le faudra, il y a eu un accord électoral entre macronistes et NFP, y compris la France Insoumise, pour repousser Bardella hors de Matignon, tellement c'est un repoussoir en fait. Et ça, on dit pas repoussoir pour Bardella, on parle pas de ça pour Bardella. Il n'y a pas un effet repoussoir à Bardella. Il y a une bonne moitié des Français qui veulent pas de sa sale gueule à l'Élysée en réalité. Hein. Donc la droite avait gagné et ce n'était pas face à un candidat de la France Insoumise. Et à Toulouse, à l'élection Moi précédente... je pense que les macronistes ont un effet repoussoir, Mélenchon a un effet repoussoir, et Bardella a un effet repoussoir. Vous savez pourquoi? Parce que la France est divisée. La France est divisée. Il y a la tripartition à l'Assemblée nationale. On dirait qu'il y a plusieurs Frances qui vivent dans le même pays et qui sont divisées. C'est le truc le plus banal de la Terre que de dire ça. On disait ça il y a déjà 30 ans. On dit ça de la France, on dit ça de 100% des pays occidentaux à l'heure actuelle. C'est super divisé. Les États-Unis, c'est divisé. Le pays est divisé. Trump est détesté par la moitié de la population, mais les démocrates sont détestés par l'autre moitié de la population. Il y a un clivage politique au sein de la population. Voilà. Une fois que tu as dit ça, tu as dit l'évidence même. Tu as dit le truc le plus évident de l'histoire de l'humanité. Et pourtant, c'est ça qui justifie qu'il y a un effet repoussoir auprès de Mélenchon. Il y a un effet repoussoir auprès de tout le monde, un effet repoussoir. La France est divisée, ça va. On fait de la politique, on fait pas de la politique à la fin. Putain, c'est pas un concours de personnalité, c'est pas le concours de Miss France, la présidentielle. C'est des idées politiques qui s'affrontent. Merde! La droite avait gagné et ce n'était pas face à un candidat de la France Insoumise. Donc je sais qu'il est d'usage de faire porter à la France Insoumise à peu près tous les tares de la société. Non, mais Emmanuel Bompard, je vous le dis sincèrement, cette analyse ne correspond pas et ne répond pas à une analyse précise des faits tels qu'ils sont. Avant de parler d'éléments programmatiques, la question c'est est-ce que vous ne sous-estimez pas le rejet qui existe dans la société, dans l'opinion publique, qu'on peut mesurer à travers divers outils. Il y a les sondages que vous contestez parfois, il y a effectivement les résultats électoraux au moment des municipales. Est-ce que simplement vous ne... T'énerve pas, ça donne un effet repoussoir à ton stream, je trouve. Au contraire, ça fait mon succès. minorez pas le fait que Jean-Luc Mélenchon est rejeté par une partie de l'opinion. Est-ce que c'est pas quelque chose que vous sous-estimez? Macron, il était rejeté par quelle partie d'opinion quand il a été réélu en 2022? Juste pour savoir. Attendez. Cote de popularité, Macron 2022. Juste pour voir un truc.
Ah non, c'est le résultat. Baromètre politique, cote de popularité de l'exécutif. Non, c'est en 2026. Où est-ce que je peux voir ça? Popularité de Époque Info, qu'est-ce que c'est? Merde. Les indices de popularité, IFOP, avril 2022, indice de popularité. « 41% des Français se déclarent satisfaits. » Donc ça veut dire qu'il y avait 60% des Français qui étaient insatisfaits par Emmanuel Macron. Là, c'est pas popularité, c'est satisfait, insatisfait. T'as 40% encore en 2022? Ah mais oui, non, parce qu'il y a eu l'effet guerre en Ukraine Covid, où il a un petit peu retrouvé de sa superbe, entre guillemets. Il y a eu ce truc-là. Parce qu'avant, après les Gilets jaunes, il était au ras des pâquerettes, il est un peu remonté avec l'Ukraine. Bon, en tout cas, il y avait 60% de rejet d'Emmanuel Macron. Hein. Là, ils sont en mode 70% des Français rejettent Mélenchon. 60% des Français rejetaient Macron, il a été réélu. Hein. Selon les mêmes chiffres de l'IFOP. Donc voilà. Après, je vais pas juste dire en permanence, non, tout est truqué. Tout est truqué, il n'y a pas un rejet d'une partie de la population assez gros de Mélenchon. C'est juste que ça veut dire quoi? Dire je suis pas fan de Mélenchon, ça veut dire quoi? Il y a des gens qui votent pour Mélenchon tout en n'étant pas fans de Mélenchon. Depuis quand tous les gens qui votent pour un candidat à la présidentielle, y compris au second tour, c'est parce qu'ils sont fans? Vous savez, moi j'ai voté Macron au second tour en 2022 alors que je déteste Emmanuel Macron. Ça va! Putain, si on était obligé d'être amoureux d'un candidat pour voter pour lui, ça n'a jamais été le cas et ça le sera jamais. Encore une fois, c'est une histoire de politique. Il y a des gens qui vont pas aimer la personnalité Mélenchon et qui vont quand même se dire que là, à l'heure actuelle, le programme de LFI, il soulève chez eux un certain espoir, quoi. Jamel, si vous me Toujours les trouvez mêmes arguments en boucle depuis 2 ans, je n'en peux plus. Mais je pense qu'à un moment donné, justement, ça va changer un peu. Et une fois que ça sera en mode c'est bon, là, Mélenchon, il y va. C'est juste que là, il vient d'officialiser sa candidature. Du coup, on nous remet les mêmes arguments en boucle de peut-être qu'il aurait pas dû. Bon, bah, une fois que la course à la présidentielle sera un petit peu plus lancée, que le contour les différentes candidatures seront un peu plus installées, on sera moins en pré-présidentiel et un peu plus dans le jus. Vous voyez, il y aura un côté où on parlera moins de ces polémiques stériles, je pense. On passera à la phase d'après, quoi. Mais j'ai hâte, hein, parce que là, putain, j'en peux plus, pas. Et oui, ils ont dit on va parler du programme et du machin bidule. Hein. On est à plus de la moitié, ça a toujours pas parlé de fond. Ça a parlé des mêmes putains. Ils ont sorti les mêmes éléments de langage qui sortent en boucle depuis 2 ans, quoi. Qui fait 100% l'unanimité, par définition, c'est le principe des élections, vous ne faites jamais 100%. Donc il faut convaincre une majorité des Françaises et des Français. Moi, la seule chose que je veux vous dire, parce que vous avez cité notamment les sondages, vous savez, on est à 1 an du second tour de l'élection présidentielle. Mais j'ai regardé quels étaient les sondages. Tes débuts, ce sont des présidentielles, les gens votent pour des personnes, pas des programmes. Mais pas que. Les gens votent pour des personnes, mais il y en a plein qui votent pas pour leur personne préférée, quoi. Et après, tu peux te dire, je suis pas méga fan de lui, mais je pense qu'il pourra incarner la présidence de la République française assez dignement. Et c'est aussi pour ça que Macron il a été élu. Il semblait présidentiable. Enfin, je veux dire, Mélenchon, c'est un vieux briscard de la politique face au Neuil Jordan Bardella, complètement inculte, la coquille vide ambulante. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont juste se dire, attends, j'aime ni Mélenchon ni Bardella, qui je peux quand même un peu imaginer en président de la République. Un mec qui était sénateur, qui était le plus jeune sénateur de France, qui a fait la moitié de sa carrière sous Mitterrand, alors qu'il était littéralement au PS de Mitterrand, qui a déjà été au gouvernement sous Jospin, un vieux briscard de la politique, qui connaît quand même nos institutions, qui sait ce que c'est que la République, face au Neuil Jordan Bardella. Il y a des gens qui vont se dire, en fonction de la personne, même s'ils n'aiment pas Mélenchon, ils vont se dire qu'il est quand même plus présidentiable, quoi. Donc c'est un mélange des deux, mais je veux dire, on peut estimer que quelqu'un pourrait faire un président correct, même si on l'apprécie pas, quoi. C'est pas une cote de popularité, on vote pour une incarnation plus que pour une personne. Tu vois ce que je veux dire? Sondage, 1 an avant l'élection présidentielle de 2022. Il y avait un sondage Ipsos qui mettait Jean-Luc Mélenchon à 8%, Yannick Jadot à 9%. Et entre-temps, il y a quelque chose qui s'appelle une campagne électorale. Et Anne Hidalgo à 10%. Oui. Bon. Et dans ce sondage, il y avait 20 points entre Jean-Luc Mélenchon et le candidat du Rassemblement national. Au soir de 2022, Yannick Jadot et Anne Hidalgo ont fait moins de 5%. Et il y avait 1 point d'écart entre la France Insoumise et le Rassemblement national. Donc vous savez, les sondages de début de campagne, heureusement qu'on ne les regarde pas. Moi, il y a quelque chose qui s'appelle une campagne électorale. Exactement. Exactement. Et donc, il va y avoir une campagne électorale. Et moi, je dis aux gens, n'écoutez pas les caricatures, les calomnies qui sont déversées à longueur d'antenne sur la France Insoumise. Regardez notre proposition, notre programme. Regardez notre équipe. Regardez que ce programme, cette équipe sont les mieux préparés pour pouvoir faire face à la situation à laquelle on est confronté aujourd'hui, d'une France qui est une France qui a été mise complètement à l'envers. Et on peut remettre la France à l'endroit, on peut rebâtir la France, refonder la France, et c'est notre objectif. On l'a au standard de France Inter. Et je souhaite la bienvenue à Jean, qui nous appelle de Cholet. Bonjour Jean, allez-y, posez votre... Vous êtes sur le standard d'Inter, bonjour. Moi, je trouve que ça manque de Nicolas Demorand pour le standard d'Inter, hein. C'était mieux avant. Hein. Non pas Jean. Alors, on va jouer à notre petit jeu. C'est quel homme politique avec une moustache qu'appelle, qui fait genre, non,
Je ne suis pas telle personne, je suis tel homme, je ne suis pas Marine Tondelier avec une moustache, pas du tout, je suis quelqu'un d'autre. Question, C'est Emmanuel Valls. Bompard. Attends, spoilez pas. Bonjour à toute l'équipe. Voilà, ma question c'est la suivante. Je suis un électeur de gauche Ok. et voilà, Spoilez. si je devais voter avec le cœur aujourd'hui, je voterais François Ruffin. Mais Oui, bon, bah, ok, d'accord. Au moins, il y va franco, il le dit. Ok, très bien. S'il devait voter avec le cœur, il voterait François Ruffin. Mais peut-être que si François Ruffin, il a 2% dans les sondages et que sa campagne prend pas tandis que l'homme fort de la gauche, c'est Jean-Luc Mélenchon qui caracole à 15% dans les sondages, bah, peut-être que du coup, il votera Mélenchon par pragmatisme. Hein. en fait, je vais faire un vote stratégique parce que moi, je n'ai vraiment pas envie de me retrouver avec un second tour avec un Édouard Philippe et un Jordan Bardella. Ok, non mais ok, bon, ok, d'accord, ok. Il est en mode, moi j'aime bien Ruffin, bon, il a le droit, c'est son, ok, d'accord. Mais il veut tout sauf un Édouard Philippe. En gros, il veut la gauche au second tour. Et il va voter efficacement, ok, donc. En fait, ça m'agace de la part de M. Glucksmann et de la part de M. Mélenchon qui ne veulent pas faire une primaire de gauche, en sachant que ça pourrait nous donner une chance de retrouver au second tour. Voilà. Bonjour d'abord. Et je vais vous dire... Bon, lui, s'il est en mode, j'aimerais voter avec mon cœur Ruffin. Bon, de base, c'est que c'est un électeur LFI, hein, parce que bon, les ruffinistes, a priori, votaient Mélenchon en 2022. Hein. Je respecte votre point de vue, mais je ne partage pas votre analyse. C'est-à-dire que je pense que précisément, et y compris un certain nombre d'exemples internationaux le démontrent, précisément si vous voulez empêcher l'extrême droite de gagner aujourd'hui... Mais voilà, ce gars-là, il va voter Mélenchon à la fin. C'est pour ça. Soyez pas trop dur avec certaines personnes un peu de la gauche normie qui est en mode genre, j'aurais aimé l'union. Bah oui, c'est pas possible, mais bon. Normalement, si vous considérez que là, ce mec qu'appelle... Les mélenchonistes du chat, là. Si vous considérez que le mec qui vient d'appeler, c'est un adversaire, au lieu de le voir comme un futur électeur de Mélenchon, pour moi, vous n'avez pas la bonne approche. Vous devez déployer une candidature qui est en mesure de mettre en mouvement le peuple, de mettre en mouvement... Typiquement, il faut que ça soit... Il s'appelle comment ? Jean ? Les insoumis du chat, si vous voulez que Mélenchon soit au second tour, il faut que Jean il vote Jean-Luc Mélenchon. Hein. Si vous n'arrivez pas à faire ça, ça va être compliqué. Hein. Voilà. Mouvement des personnes qui sinon n'iront pas voter. Montrer qu'il y a une aspiration à une rupture, à un changement de société et que cette rupture, on peut l'incarner. Regardez par exemple aux États-Unis où certaines personnes se sont dit bon, pour empêcher Donald Trump d'être réélu président de la République... Non, le but, c'est pas de le graille en late game. Au contraire, c'est de le graille en early mid game. Hein. On va mettre une candidate, Kamala Harris, qui est une candidate, on va dire, du centre, parce que c'est celle qui sera susceptible de l'emporter. Eh ben, elle a perdu parce que aucun des électeurs de droite ne sont allés voter pour sa candidature. Par contre, elle a démobilisé l'électorat de la jeunesse, l'électorat ouvrier, l'électorat qui a un intérêt, une vocation, un objectif de tourner la page du pays de la manière avec laquelle est gouverné le pays aujourd'hui. Et donc, moi, mon analyse, et sur laquelle j'aimerais vous convaincre, c'est que précisément, Jean-Luc Mélenchon et la candidature, le programme qu'il porte, l'équipe qu'il défend dans cette campagne d'élection présidentielle est le seul qui peut empêcher l'extrême droite et Édouard Philippe de remporter l'élection présidentielle. Quant à la primaire, vous voyez bien, on nous a dit pendant des mois et des mois, le problème c'est la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon. Bon, regardez, même ceux qui disent maintenant c'est en dehors, c'est la gauche non mélenchoniste, sont pas capables de se mettre d'accord. Ils ont tous plusieurs candidatures dans leur famille politique. Ben nous, les choses elles sont claires. On a un programme, on a une candidature, on a une équipe et on est prêt à avancer. Je propose juste qu'on demande à Jean s'il est convaincu. Ah, peut-être pas tout de suite. Convaincu, mais j'ai peur que... Enfin, non, je suis pas totalement convaincu dans le sens où j'ai peur que cette rupture de la gauche, en soi, ça va provoquer un Glucksmann ou Mélenchon qui vont se retrouver à 2 points de passer du second tour. Et moi, je vais devoir faire le choix entre Édouard Philippe et Jordan Bardella. J'ai toujours bloqué l'extrême droite, par exemple, sur les deux dernières présidentielles en votant Macron. Aujourd'hui, franchement... En vrai, c'est intéressant l'appel de ce gars-là. Je pensais que ça allait être insupportable. En vrai, c'est assez intéressant parce qu'il est en mode genre non, mais moi je veux la gauche au second tour, quoi. Alors après, j'imagine que si les ruffinistes, ils préféraient d'avoir Mélenchon au second tour que Glucksmann. Hein. Il dit pas ça par sympathie pour Glucksmann, mais bon, il est un peu sur cette espèce de ligne unioniste naïve de se dire, je veux pas encore un second tour droite versus extrême droite. Et moi, je pense que si on avait eu une union de la gauche, au moins, on aurait eu un second tour, quoi. Il a l'air d'être inquiet pour des bonnes raisons, vous voyez ce que je veux dire. Il est en mode j'en ai marre de faire barrage, etc. etc. Moi je pense que justement les auditeurs comme ça de gauche, c'est intéressant de les écouter, quoi. Il répond absolument pas à la question là, le Bompard. Tout ce qu'il dit n'a rien à voir avec la tenue d'une primaire ou pas. Mais il n'y aura pas de primaire. Il aurait pu dire bon écoute mon petit bonhomme, il n'y aura pas de primaire là, faut arrêter d'être naïf. Donc à un moment tu choisis ton camp. T'es soit avec nous, soit contre nous. Il va pas répondre ça. Il répond. Après là encore une fois, LFI est en campagne officiellement depuis dimanche. Hein. Donc là, ils vont dire des trucs en mode genre nous portons l'espérance, machin bidule, parler un petit peu plus, pas des éléments de langage, mais vous voyez, le truc un peu motivant, venez avec nous, machin bidule.
Donc c'est pour ça qu'il dit ça là. Là, il déroule un peu les éléments de langage de la fille. Voilà. Ça va être relou, ouais, un peu. On verra. Pour devoir faire le choix, j'ai bien peur d'aller voter et de devoir voter blanc. Merci beaucoup. Merci. Ok, au second tour. Ouais. Ok. En vrai, moi, je trouve que ces inquiétudes sont légitimes. Je trouve qu'il y a une part de. Enfin, nous, on est dans la tête dans la politique toute la journée, quoi. Je trouve qu'il y a comme une forme de naïveté là-dedans. Mais je veux dire, il y a pas mal d'électeurs de gauche en réalité. Et c'est pas des anti-Mélenchon en soi. Et probablement qu'ils vont finir par voter Jean-Luc Mélenchon par pragmatisme, parce qu'il sera totalement en tête à gauche. Mais qui sont un peu comme ce gars-là, quoi. À se dire. À serrer les fesses, à avoir peur et de se dire putain, ça va encore finir en vote barrage de merde, je ne ferai plus barrage. Voilà quoi. Il a peur mais il va voter blanc. Il parlait du second tour. Il était en mode s'il y a encore un Édouard Philippe machin, je vais voter blanc, mais j'ai pas envie de voter blanc et que l'extrême droite passe. Enfin, genre, il a pas envie de se retrouver dans ces situations quoi. Voilà. Donc je me dis bon ok. Non, il a pas dit si JLM Bardella, c'est pas ça qu'il a dit. Oh là là, c'est pas ce qu'il a dit. Non. Jean. Bon, moi, je vous dis, voilà, la campagne, elle va commencer maintenant. Moi, ce que j'espère, c'est évidemment vous convaincre pendant la campagne, mais vous dire que il faut pas penser l'élection présidentielle aujourd'hui avec des inquiétudes. Il faut rentrer dans la bataille, il faut rentrer dans le combat, il faut convaincre, il faut mettre des gens en mouvement. C'est comme ça qu'on peut changer les choses. C'est comme ça. Attendez, peur, mais vote blanc contre RN au second tour. Donc là maintenant, votre argument, les insoumis, c'est de dire ouais, ceux qui votent blanc, qui décident de pas faire barrage en votant Macron ou Édouard Philippe face à ORN, c'est pas des camarades. Mais il faudrait savoir, il y a peut-être la moitié, peut-être pas la moitié, mais une bonne partie de l'électorat Mélenchon qui a voté blanc au second tour, qui a dit je ne ferai pas cette mascarade de votre barrage. Je comprends pas. Je comprends pas ce que vous dites. On peut y compris contrer les scénarios écrits par avance. Et je pense qu'on a fait la démonstration à chaque élection présidentielle qu'on est en mesure de déclencher une dynamique de mobilisation populaire autour de nos candidats. Justement, Manuel Bompard, vous évoquez le programme. Il faut là, puisque l'actualité résonne. Si vous êtes de gauche, vous ferez le barrage quoi qu'il arrive. Non, c'est pas vrai. Il y a des gens de gauche qui n'ont pas voté Macron en 2022 pour faire barrage à Le Pen, qui se sont dit allez vous faire foutre, ça sera pas avec moi, reculer pour mieux sauter, Macron qui veut nous arnaquer, aller nous gratter notre vote là pour au final dérouler le tapis rouge à l'extrême droite pendant 5 ans, je ne participerai pas à cette mascarade. Et c'est des gens de gauche et c'est tout à fait légitime comme position. Moi il se trouve que j'ai fait barrage, j'ai voté Macron en 2022, j'ai des potes qui n'ont pas fait barrage, qui ont dit je ne prendrai pas part à cette mascarade, je trouve que les deux positions se valent, et là-dessus non c'est pas... voilà. Ça s'entend. Si vous excluez de la gauche les gens qui ont décidé de pas faire barrage en 2022 pour ne pas faire preuve à cette mascarade, moi je trouve que vous êtes aussi con que les gens qui critiquent ceux qui ont fait barrage. Voilà. Avec ce que vous pouvez proposer. Moi j'ai pas voté en 2017, mais parce que je me disais Le Pen passera jamais. J'ai un peu plus serré des fesses en 2022 et je me suis dit bon ouais, je vais voter Macron, ça me casse les couilles, mais ainsi soit-il. On m'empêchera pas de lui chier dessus pendant 5 ans publiquement par la suite, donc ça ira. Si l'on parle de la crise énergétique, Jean-Luc Mélenchon a demandé que Total... Alors attendez, je remets le début de la question. De mobilisation populaire autour de justement, nos Manuel Bompard, vous évoquez le programme. Il faut là, puisque l'actualité résonne aussi avec ce que vous pouvez proposer, si l'on parle de la crise énergétique... Je finis juste là-dessus, après la crise énergétique. Je finis juste là-dessus, c'est intéressant. Moi, je trouve ça profondément égoïste et c'est souvent des gens privilégiés qui ont cette rhétorique. Bah, je sais pas. Moi, je suis pas tout à fait sûr de ça. Il y a énormément de gens qui sont les gens les moins privilégiés de France. Ils votent même pas. Ils s'en battent les couilles. Leur position, c'est je n'attends rien de la politique. C'est un peu tous des magouilleurs et des menteurs. Moi, je vais faire mon trou dans la vie en bossant pour m'en sortir. J'attends rien de personne. Des gens qui sont tout en bas de l'échelle sociale. Vraiment. Hein. Des gens qui sont des noirs et des arabes qui vivent dans des cités, quoi. Ils se disent précisément ça. Donc non, et qui ne votent même pas ni au premier tour, ni au second tour, ni rien du tout. Hein. Donc ça, cet argumentaire, je sais pas. Moi, encore une fois, force à eux. Il y a trop de gens qui pensent comme ça. Et est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir ? Non. Alors après, est-ce qu'il faut essayer quand même de les convaincre ? Oui, mais on peut pas leur en vouloir. Si l'on parle de la crise énergétique, Jean-Luc Mélenchon a demandé que Total passe à la caisse après l'annonce d'un bénéfice en nette hausse au premier trimestre d'un montant de près de 5 milliards d'euros. Qu'est-ce que vous demandez là concrètement ? Est-ce que vous demandez la nationalisation de Total, une taxe sur les super profits, sur ce qu'on appelle super profits, un blocage des prix, les trois ? Vous êtes attentif, monsieur Duhamel, ça fait depuis 2 mois qu'on dit une chose simple. Quand t'es trans, t'as pas envie de 5 ans de régime nazi, en fait, t'as pas le privilège de se dire je ne jouerai pas à ce jeu. Mais moi, je suis assez d'accord. Hein. Moi, j'ai voté Macron pour faire barrage en 2022. Moi, j'estime que Le Pen, c'était pire que Macron, et donc j'ai voté en mon âme et conscience, quoi. Effectivement. Mais je veux dire, il y a des contre-exemples. Il y a plein de gens qui sont vraiment en première ligne face au fascisme, etc., et qui sont en mode genre juste, c'est pas mes oignons, tout ça. Je fais mon truc, je vis ma vie et basta, quoi. C'est pas forcément un truc de privilégié. Les gens ne peuvent pas s'en sortir avec le prix du carburant qui augmente, qui est au-delà de 2 euros le litre. Mais ça peut aussi être un truc de privilégié qui se dit oh là là, moi je m'en fous de la politique, mais ça l'est pas systématiquement. Quoi. Bref, allez, on passe à Total. Et depuis 2 mois
qu'on dit une chose simple. Les gens ne peuvent pas s'en sortir avec le prix du carburant qui augmente, qui est au-delà de 2 euros le litre. Donc il faut bloquer les prix. Et c'est possible de le faire. Il y a un article du Code du commerce qui permet au gouvernement, dans des circonstances exceptionnelles, de fixer le prix, d'encadrer les marges. Mais Total plafonne déjà ses prix. Oui, mais Total plafonne ses prix. Précisément, vous m'en donnez un bon exemple. Regardez, Total plafonne ses prix à 1,99 € et il continue à gagner de l'argent. Donc c'est bien la preuve qu'on peut faire mieux. Est-ce que vous pouvez me citer un pays où les prix de l'essence ont été bloqués? La Corée du Sud, la Croatie. Non, la Croatie, non. C'est pas un blocage des prix. Mais c'est quoi alors, dites-moi? C'est un élément où ils permettent en quelque sorte d'encadrer les marges, mais c'est pas un blocage des prix stricto sensu. Il y a un pays où ça a été fait en Europe, c'est la Hongrie. Et ce qu'on voit, c'est déjà réservé aux voitures hongroises. Regardez, je vous ai donné un autre exemple. Et ça a un effet sur les Benjamin Duhamel. Est-ce que vraiment c'est la solution c'est la seule solution pour lutter contre la crise énergétique? Alors d'abord, vous pardonnez-moi, mais vous me dites non, mais s'il y a une mesure, alors c'est pas un blocage du prix, mais c'est un encadrement des marges. Ce qui n'est pas la même chose, oui, reconnaissez-le. Mais moi j'ai proposé les deux, si vous avez été attentif à ma proposition, précisément parce qu'il faut bloquer les prix. Mais le mec qui pose ces questions que face à LFI. En vrai, parfois quand c'est l'extrême droite face à Benjamin Duhamel, parfois on est en mode genre oh, il leur met leur nez dans leur caca, oh c'est cool. Hein. Le problème des mecs comme Benjamin Duhamel, enfin un des gros problèmes, c'est que dans tous les cas, ils ont toujours la même manière d'interviewer et leur espèce de pseudo-neutralité font que de fait, ils ont la même manière d'interviewer un mec d'extrême droite qu'un mec du centre, qu'un mec de gauche, qu'un mec d'extrême gauche, qu'un mec de machin bidule. Et donc du coup, ça met tout le monde sur un pied d'égalité. Ça appréhende tout le monde de la même manière, que t'es Adolf Hitler ou Jésus face à toi. C'est ça pour moi le vrai problème d'un mec comme Benjamin Duhamel. Mais parfois on regarde des interviews de Benjamin Duhamel où c'est un mec d'extrême droite, c'est pour ça qu'on fait des blagues Benji le Rouge, parce qu'il leur met leur nez dans leur caca et on est content. Bah là, le truc c'est qu'il fait pareil avec Bompard et donc il prend un Bompard et un Julien Audoul, il les appréhende de la même manière alors que c'est pas du tout la même chose. C'est plus ça là. C'est plus ça le problème, vous voyez. Pour que ça ne repose pas sur les distributeurs, il faut notamment encadrer les marges et encadrer les marges au niveau du raffinage, parce que c'est là où... Peu importe qui ils ont, en face, ils disent on va le cook. Et parfois ils le cook plus ou moins bien, quoi. Enfin, vous voyez. Mais pour que ça ne repose pas sur les distributeurs, il faut notamment encadrer les marges et encadrer les marges au niveau du raffinage, parce que c'est là où se font l'essentiel des marges et pas au niveau de la distribution, contrairement à ce que dit le gouvernement. Et c'est la seule solution parce que c'est la solution qui permet de mettre à contribution ces grands groupes qui aujourd'hui s'en mettent plein les poches. Enfin, moi je veux bien qu'on me dise que Total fasse des efforts, mais en attendant, leur bénéfice sur le premier trimestre de l'année a augmenté de 50% par rapport à l'année justement, précédente. est-ce que vous demandez comme les socialistes? Ils auraient pu dire oui, mais c'est pas en France qu'ils font tout ce bénéfice-là. Oui, bah d'accord, mais de toute façon, ils font tellement de bénéfices que s'ils en font un peu moins en France, ça va, ils vont survivre, quoi. Là, on parle pas de taxer l'argent que Total se fait à l'étranger. Là, on parle ils font baisser le prix de l'essence en France, ils se démerdent, encadrement des marges, blocage des prix. C'est pas mon problème, je m'en fous, ils se démerdent pour faire baisser le prix de l'essence en France. Et de toute manière, vu qu'ils ont fait 60 milliards de bénéfices au premier trimestre, là, ce qui est une augmentation de 50% de leurs bénéfices, même en perdant encore plus d'argent en France, ils gagneront beaucoup d'argent au total, donc ça va, quoi. Qu'il y ait une disposition pour taxer encore davantage les profits de Total. Il faudra sans doute le faire, mais si on en arrive à ça, c'est qu'on n'a pas réussi à régler le problème en amont. Parce que, évidemment, que s'il y a des super profits, il faut les taxer. Mais s'il y a des super profits... En sachant que Total ne fait que très peu de bénéfices en France. Mais d'accord, mais si, en fait, ça n'est pas vrai. Parce que, pardon, mais quand Total... Mais non, ce n'est pas vrai. Parce que quand Total vend du carburant en France, le carburant qui est vendu en France a été raffiné, soit dans des raffineries en France, soit dans des raffineries ailleurs. Il fait effectivement un peu de bénéfices sur le raffinage, mais quand on regarde notamment le plus gros du bénéfice, c'est sur l'extraction du pétrole, et ça se fait dans des pays hors de France. Non, mais d'abord, très bonne remarque. S'ils font zéro bénéfice en France, les actionnaires français, ils doivent gagner 0 dividende, j'imagine. La dividende de chez Total, quand t'es français, ça doit être 0 €. Ah, ça marche pas comme ça. Et même, ok, d'accord, ils font pas. Ok, admettons, ils font 0 bénéfice en France. Je m'en bats les couilles, ils vendront à perte. Vendez à perte, qu'est-ce que je m'en bats les couilles. Vendez à perte. Vous avez augmenté vos revenus de 50%. Votre chiffre d'affaires a été augmenté de 50% à l'occasion de la guerre en Iran sur le premier trimestre. Ça va, vous vendez un peu à perte en France le temps que la crise passe. Vous allez survivre, vous inquiétez pas. Mais très bien, mais et c'est un groupe intégré. Donc précisément, c'est d'ailleurs ce qui leur permet ensuite de pouvoir faire une opération qui est une opération promotionnelle dans leur propre station-service que les autres ne peuvent pas faire. Donc en plus, c'est une concurrence absolument déloyale pour les distributeurs. Interdit de vendre à perte. Est-ce qu'on pourrait pas changer la loi? Est-ce que c'est pas un peu le principe de la politique électorale, en fait? Plus pour les législatives, du coup. Est-ce que c'est pas un peu le principe de la démocratie représentative? On élut des députés pour qu'ils modifient la loi, rajoutent des nouvelles lois.
Distributeur indépendant. Donc si vous bloquez les Moi, je suis marges, d'accord avec le truc qu'on n'a pas le droit de faire. Vous savez, vous savez ce qu'on n'a pas le droit de faire? On n'a pas le droit d'exproprier la bourgeoisie possédante, la classe capitaliste qui exploite le prolétariat. On n'a pas le droit de l'exproprier, c'est illégal. Bah bon, bah oui, d'accord. Ah bah bon, tant pis alors, on le fera pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un argument, ça, c'est pas un argument. Justement, ils sont là pour prendre le pouvoir. S'ils prennent le pouvoir, c'est justement pour changer la loi, donc bon. du raffinage, et si vous fixez le prix, vous allez obliger Total à, en quelque sorte, participer Sinon, voilà, de sinon, cette... tu nationalises et basta. Exactement. Tu nationalises et basta. Du coup, là, tous les juteux bénéfices de Total, hop là, c'est des bénéfices de l'État français. Et l'État français pourra, eux, ils sauront faire des efforts, l'État français. Il n'y a pas de souci. Ils feront en mode, oh bah on fait des efforts alors. Voilà, on baisse le prix de l'essence, puisque de toute façon, on gagne plein d'argent avec Total. Vous voyez? Bref. de cet effort. Et pour répondre à votre question, oui, bien sûr qu'il faudra taxer les super profits. Mais s'il y a des super profits, c'est qu'on a échoué à bloquer les prix. Et ce qu'il faut faire, parce que le problème de la taxe sur les super profits, c'est qu'avant d'être répercuté sur les Françaises et les Français, ça va prendre du temps. C'est dans un budget. Ensuite, il faut des mesures de redistribution. Alors qu'une mesure de blocage des prix, elle permet d'alléger immédiatement la charge pour les gens qui ne s'en sortent plus aujourd'hui. Il y a urgence à agir sur ce sujet. Puisque vous parlez du budget. Sinon, moi, j'ai une idée. On fait le fameux truc là qui disent le RN et tout, mais on le fait différemment que tous les taxes sur l'essence. On baisse les taxes sur l'essence devient moins cher. Ouais. Par contre, les gens qui sont pétés d'oseille, un peu comme sur un impôt, c'est le même principe qu'impôt sur le revenu ou quoi. Tu prends les gens qui sont pétés d'oseille et qui ont un véhicule qui utilise du pétrole, donc qui utilisent de l'essence. On va dire que voilà, ce serait peut-être pas légal de demander à des gens qui n'utilisent pas d'essence de payer la baisse des taxes sur l'essence, quoi. Mais en mode, ce que tu baisses en taxes sur l'essence, tu le récupères en faisant une taxe exceptionnelle sur les grands patrimoines qui utilisent de l'essence, le temps que la crise parte. Tu demandes à un milliardaire, bon bah voilà, taxe exceptionnelle, tu payes pour les autres parce que là, les Français ils peuvent plus aller à la pompe, c'est une galère. On pourrait faire ça à ce moment-là, mais c'est pas ce que propose le RN ou quoi que ce soit. Quand ils disent on doit baisser les taxes, ils veulent baisser les taxes, point à la ligne, et derrière ils veulent faire des économies sur l'immigration. Donc ça marchera pas, vous voyez. À ce moment-là, on peut imaginer d'autres solutions. Mais pourquoi Total continuera à se faire des bénéfices comme ça et on leur demande jamais de participer, quoi? C'est quand même chiant. On est évidemment, ça ne vous aura pas échappé, dans une situation économique assez Voilà, tu contrainte. taxes le fuel des yachts et le kérosène énormément pour contrebalancer une baisse des taxes sur l'essence. Comme ça, bah, les Français qui galèrent à faire le plein, ils galèrent moins à faire le plein, et puis ceux qui ont des yachts, et bah, tu les fais raquer parce que de toute façon ils sont pétés de thunes. Voilà. On pourrait faire ça éventuellement. Pourquoi pas après tout. Avec un Mais sinon oui, on nationalise Total et c'est bon. déficit public à plus de 5%. Est-ce que, comme en 2022, votre programme va prévoir 250 milliards d'euros de dépenses supplémentaires par an? Alors, je ne vais pas vous dire le montant des investissements, puisque d'abord, notre programme, donc on a pour l'instant réactualisé le programme L'Avenir en commun qu'on a défendu à la dernière élection présidentielle. Mais Et puis chiffré. vont s'ouvrir là, dans les prochaines semaines, une phase de contribution. Et il y aura des changements importants, parce que l'avenir en commun, vous le répétez comme ça, comme si c'était une sorte de quasiment l'étape de la loi. J'ai jamais dit que c'était l'étape de la loi, mais je reconnais une certaine cohérence que, contrairement à d'autres, peut-être, je ne change pas d'avis et la France Insoumise ne change pas d'avis tous les mois. Il pourrait y avoir moins de dépenses compte tenu de la situation financière du pays, là 250 milliards par an. Est-ce que vous pourriez revoir cet objectif à la baisse? Ne mélangez pas les choses. Quand vous avez un déficit, et ça n'a rien à voir avec le montant des investissements, on parle de deux budgets qui sont différents. C'est des dépenses, oui, mais c'est 250 milliards de c'est dépenses lié au fonctionnement. Des investissements, c'est précisément pour préparer l'avenir. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a besoin de moins préparer l'avenir aujourd'hui? Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on a besoin de faire des investissements massifs? Peut-être qu'on a moins de capacité pour le faire. Mais je crois pas qu'on ait moins. Ça dépend, ça, mais c'est à ceux qui gouvernent de choisir l'orientation politique et économique du pays. C'est littéralement le principe. Ça dépend, on peut s'en donner les moyens. Il faut juste changer un peu de système, quoi. Typiquement, pas faire de la politique à la Macron, quoi. De dire, oh là là, si on fait une politique pro-business, ils vont créer de l'emploi. Ça ne marche pas. Il a eu 10 ans pour prouver que ça marche, ça ne fonctionne pas. Donc venez, on essaie de faire autrement. Une politique de relance keynésienne par l'investissement public pour créer des nouveaux marchés en France, autour de la planification écologique, par exemple. Voilà. En investissant à l'année 1, dès l'année 2 ou 3, on aura un retour sur investissement. Quand on parle du privé, quand on parle des entreprises, n'importe quel libéral, n'importe quel centriste est d'accord pour dire, pour gagner de l'argent, il faut d'abord en dépenser. C'est la base de la base. Tu parles à n'importe quel patron, n'importe quel investisseur, n'importe quel machin. Tout le monde est d'accord avec cette phrase très simple. Pour gagner de l'argent, il faut d'abord en dépenser. C'est logique, c'est la base. Tout le monde est d'accord avec ça quand on parle des entreprises. Tout le monde, sans exception. Par contre, quand on parle d'un État, ah non, pour réduire le déficit, il faut d'abord investir, donc emprunter. Non, c'est pas possible. On peut pas le faire. C'est impossible.
Non, non, non. Il faut faire de l'austérité, il faut privatiser la sécurité sociale, il faut sucer tous les jours un investisseur privé en espérant qu'il nous touche de sa bonne grâce et qu'il crée de l'emploi juste par altruisme. Non mais ça va. Capacité pour le faire. Je crois que la France a jamais été un pays dans lequel vous avez une petite caste qui n'a jamais été aussi riche qu'aujourd'hui. Donc la question, c'est de savoir si vous la mettez à contribution. Et les investissements, c'est pas pour se faire plaisir. C'est est-ce que oui ou non on considère, et moi c'est mon objectif, c'est notre objectif de faire en sorte que demain la France soit par exemple la première nation écologique du monde. Bah, si on veut faire ça, il faut des investissements. Alors les investissements... Une fois que les investissements ils sont faits et que ça crée des nouveaux secteurs d'activité avec de l'emploi, une fois que l'investissement il est fait, t'arrêtes d'emprunter. Et par contre, ce que t'as créé avec cet investissement, cette nouvelle industrie des hydroliennes ou je ne sais quoi qui crée de l'emploi, qui réindustrialise la France, ce truc-là, il reste ici. Il génère de l'activité économique, donc il génère des rentrées fiscales. Enfin, c'est évident ce que je dis. C'est-à-dire que pendant 2 ans, tu vas emprunter et augmenter la dette pour créer tout un tas de nouveaux secteurs d'activité économique en France par l'investissement public. Au bout de 2 ans, t'arrêtes d'emprunter parce que les infrastructures, elles sont là. Et après, elles génèrent de l'argent. Et en fait, sur le temps long, normalement, t'as généré plus d'argent, t'as généré plus d'activité économique que l'argent que t'as emprunté à la base. Enfin, c'est la logique d'investir. Donc quand c'est un investisseur privé qui investit, qui dépense pour derrière générer des revenus et bah du coup contrebalancer sa dépense et commencer à être bénéficiaire, tout le monde le comprend. Par contre, quand c'est la France, c'est impossible. C'est pas possible de le faire. Pourquoi ? Ils n'auront jamais cette réponse. La réponse c'est oui, mais il faut garder le déficit sous 3% de PIB. C'est Maastricht qui l'a dit. Bah on les emmerde. On emmerde l'Union européenne et leurs règles de merde. On la respecte pas. Je suis pas un Frexiteur, mais si on doit respecter cette règle-là de l'orthodoxie budgétaire, mes couilles de l'Union européenne, bah non, on désobéit. Ils vont faire quoi ? Virer la France de l'UE ? Allez-y, on vous regarde. Allez-y. Quand c'est Viktor Orban qui désobéit en interdisant l'IVG, il s'est pas fait virer de l'Union européenne. Bah non, on fera pareil avec l'investissement. On fera pareil avec l'économie en faisant une politique post-keynésienne de relance écologique. Ils vont faire quoi en fait ? Virer la France de l'Union européenne ? Allez-y, on vous regarde. Allez-y. Sur le coup, effectivement, c'est de l'argent à débourser. Et puis après, ça rapporte de l'argent. C'est le principe des investissements. Voilà, merci. C'est exactement ce que j'ai dit. De toute façon, en vrai, sur tout le volet économique, moi, je suis plutôt carré là-dessus. Je suis relativement carré. Voilà. Je pense que je vais beaucoup en parler. Hein. Quand la campagne, on sera en plein dedans. Je vais vraiment, je pense, essayer de faire des trucs où c'est vraiment avec le côté un peu économique. Quoi. Parce que c'est des trucs qui intéressent les Français en réalité. Sur la tonalité de la campagne à venir, est-ce que vous savez qui a dit la phrase suivante ? Ouvrez les guillemets, je ne veux pas qu'on oppose les territoires urbains au milieu rural. En 2022, nous n'avons pas réussi à travailler les 2 axes en parallèle. Non, dites-moi. C'est Bali Bagayoko, maire insoumis de Saint-Denis, qui était au premier rang derrière Jean-Luc Mélenchon Moi, vendredi j'étais prof de maths. dernier pour son discours du 1er mai. Est-ce que vous allez l'écouter ? Mais en fait, ça a toujours été notre objectif, et je crois l'avoir dit dès le début de cette interview, de parler au pays tout entier, en fait. Quand Jean-Luc Mélenchon, en septembre 2024, dit il faut mobiliser la jeunesse et les quartiers populaires, tout le reste, laissez tomber. Mais vous avez on perd notre temps. Vous avez un problème, c'est dommage. Parce c'est que peut-être pas exactement de mobiliser le pays tout entier, non ? Mais c'est dommage parce que le problème, c'est cette méthode, mais d'aller prendre une phrase, la sortir de son contexte. Jean-Luc Mélenchon, franchement, on la sort pas du contexte. Mais si, c'est ce que vous faites. Regardez, je vais vous dire pourquoi c'est ce que vous faites. Parce que moi, je connais assez bien toutes les phrases, parce que vous êtes assez prévisible d'un certain point de vue, ça peut m'arriver. Mais là, en l'occurrence, c'est vous qui me posez cette question. Mais ce n'est pas la même chose de dire aux militants, parce que quand vous êtes militant, vous devez faire des choix. Vous devez d'abord aller dans tel endroit, d'abord aller dans tel endroit. Et évidemment, c'est plus facile dans des espaces dans lesquels il y a une grande densité de population d'aller convaincre beaucoup de monde que de le faire dans d'autres territoires. Mais il faut le faire partout. À qui il s'adressait, quoi ? Il s'adressait à une meuf qui vit en campagne. Il a dit ça au milieu d'une manif et une random meuf qui lui cassait les couilles, oui, voilà. Oui, évidemment, et on a toujours défendu qu'on allait le faire partout. Et d'ailleurs, rien dans notre programme, quand je parle de santé, quand je parle de services publics, pardonnez-moi, mais ça s'adresse à la fois aux habitantes et aux habitants des quartiers populaires et à la fois aux habitantes et aux habitants des zones dites rurales. Merci Manuel Bompard d'avoir été au micro de France Inter. Merci Manuel Bompard. Bon, elle était pénible cette interview. Je pensais que ça allait plus parler du fond que ça. Mais non, un peu pénible. Mais bon, Bompard était bon, Bompard était très bon, comme d'hab. On commence à être habitué, la routine. Mais oui, ce truc-là, de la France des bourgs et la France des tours. Encore une fois, c'est un truc que j'ai dit 1000 fois en live, mais si quelqu'un avait la solution clé en main pour rassembler à la fois l'électorat populaire, périurbain et rural, puis l'électorat populaire des villes et des banlieues, s'il y avait une solution clé en main comme ça, tu t'arrives, tu le dis à un candidat, n'importe quel candidat, à la présidentielle, tu lui donnes ta solution, il l'applique, il est élu instantanément. Et pour te remercier de mes premiers ministres. Si c'était facile de le faire, il y aurait plein de gens qui le feraient déjà. Et ce truc-là de, oh là là, le pays est divisé, entre les classes périurbaines et les classes urbaines, il y a comme un grand clivage qui se traduit notamment très bien électoralement.
C'est le cas en France, c'est le cas aux États-Unis, depuis 30 ans au moins, même plus que ça. C'est le cas dans tous les pays d'Occident actuellement. C'est un des grands faits politiques d'aujourd'hui. Les pays sont divisés, et notamment pour des raisons géographiques. Bah oui, bah oui. Si quelqu'un avait la solution, on le ferait. C'est quoi ta solution, Benjamin Duhamel? Ah non, il pose juste des questions, lui. Il pose juste des questions. Ah là 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 là. Parce que les logiques sont pas que géographiques. Oui, je dis entre autres géographiques. Parce que là, on parlait un peu de ça, quoi. On parlait un peu du truc, la France des bourgs et la France des tours. C'est pas les mêmes classes sociales que tu retrouves dans le périurbain et les villes. Ouais. Mais du coup, on va dire, ce clivage, il se voit, il se remarque un petit peu géographiquement. Mais c'est pas juste en mode, oh, bah, à classe sociale équivalente, si tu habites à la campagne et si tu habites à la ville, tu vas être totalement différent. Juste qu'effectivement, c'est pas les mêmes classes qu'on retrouve en fonction des territoires. Mais il y a quand même un truc où quand tu regardes, en fonction des territoires, ça joue quand même, quoi. C'est pas la même ambiance politiquement. Et surtout qu'il y a un côté où c'est un cercle vicieux / cercle vertueux, quoi. Il y a plein de gens qui votent aussi. Bon, voilà. Si tu habites dans un village où tous tes potes, toute ta famille, tout le monde vote Marine Le Pen ou Bardella, bah t'as nettement plus de chances de te retrouver à voter Marine Le Pen ou Bardella que si t'es tout seul dans ton coin, quoi. Voilà, il peut y avoir un vote aussi, tu le fais par comment dire, par conformisme quelque part. Voilà. Donc, il y a un côté cercle vicieux, quoi. Un côté boule de neige, effet boule de neige plus que cercle vicieux. Vous voyez. Je dirais naïvement que la solution c'est l'investissement dans les services publics. Peu importe le territoire, les populations en profiteront. Bon, en tout cas, il y a des choses qui profiteraient à les travailleurs précaires de ce pays, peu importe leur couleur de peau, leur confession. Peu importe s'ils habitent à la ville ou la campagne, ça leur profiterait. Ouais. Dans tous les cas, il y a des mesures du programme de Jean-Luc Mélenchon qui sont tout à fait à même de résoudre les problèmes des pauvres des riches et des pauvres des pauvres des villes et des pauvres des champs. Évidemment. C'est probablement ça en campagne présidentielle aussi sur lesquels il faut insister. Et quand je dis ça, je dis pas il faut mettre l'antiracisme sous le tapis ou quoi que ce soit, absolument pas. Sur les sujets économiques, on va dire. Voilà. En tout cas, je veux dire, sur tout ce qui est sujet économique, sur les sujets économiques, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire de différent que tu t'adresses à un mec périurbain et rural ou à un citadin de ses morts, quoi, en vrai. Dans tout ce qui est un peu économique, budgétaire, etc., bon, a priori, si ça profite à l'un, ça profite à l'autre, quoi. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, ce petit react. Si vous regardez ça sur YouTube, là, la team YouTube, là, bah abonnez-vous et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ah là là, mes conclusions de merde. Il va falloir que j'arrête un jour.